Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour la suite de la présentation de Grimwild. J'ai fait une première vidéo pour vous parler de Grimwild, qui est un jeu de rôle qui sert à jouer des trucs d'heroic fantasy de manière un peu narrative. Je dirais que c'est une alternative un petit peu à Dungeon World. Si vous voulez revoir l'ensemble de la présentation globale de Grimwild, rendez-vous donc sur la première vidéo, dans laquelle aussi on parlait un petit peu des mécaniques de base du jeu, de jet de dés. Je vais pas revenir en profondeur sur ce que c'est Grimwild, sur la base de Grimwild. Cette vidéo, c'est la suite. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les règles qui subissent encore quelques petites modifications à l'heure actuelle, donc qui peuvent changer dans les petits détails. Le principal objectif, en fait, c'est de regarder le vocabulaire autour du jeu, parce qu'il a un peu son propre vocabulaire. Encore une fois, c'est en anglais, donc je me dis que peut-être que ça peut aider un peu. On va d'abord regarder côté joueur, ensuite on va regarder côté MJ. Éventuellement, si ça vous intéresse, je pourrais refaire d'autres vidéos s'il y a une demande importante sur tel ou tel sujet, pour vous donner mon avis sur des trucs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Grimwild, c'est le premier jeu qui utilise le système Moxie. Système Moxie qui est finalement un jeu où je pense on a beaucoup d'outils, mais qui va demander de l'arbitrage et aussi de se mettre d'accord autour de la table sur certains trucs. C'est un jeu narratif où tout se vaut un peu. En plus, comme c'est le premier jeu qui utilise ce système, il y a plus de choses à découvrir que de choses à analyser de manière très très avancée là aujourd'hui. Moi, j'ai 5 maintenant parties derrière moi. J'ai une campagne qui arrive. Je connais pas encore parfaitement le jeu. Donc on va y aller tranquillement. Mais avant même d'aller sur le PDF, ensuite on verra le PDF. Il y a quelques petits trucs à capter. Donc pourquoi déjà il y a une présentation côté joueur et une présentation côté MJ? Parce que c'est un jeu un petit peu asymétrique. J'ai envie de dire Grimwild. Les joueurs ont des règles autour de leurs personnages, parce que c'est un jeu aussi qui se concentre autour des personnages. Donc leurs personnages peuvent avoir des blessures, des machins, des trucs qui vont avoir des effets mécaniques pour le coup. Là où, par exemple, les monstres, etc., ne répondent pas aux mêmes règles. Dans un jeu plus simulationniste, où ici les choses se vaudraient un peu plus et seraient un peu plus comparables directement, on aurait par exemple une mécanique, si vous voulez, pour les amateurs de Donjons et Dragons, dans laquelle nos personnages, ils auraient des classes d'armure, par exemple, que les méchants, ils doivent dépasser pour les taper, et les méchants, ils auraient des classes d'armure aussi que les personnages doivent dépasser pour les taper, et donc en fait, on pourrait directement comparer un monstre, un personnage, etc. Dans Grimwild, c'est pas du tout le cas. Et dans Grimwild, de la même façon, chaque situation pourrait être traitée de manière très différente à chaque table. Alors c'est le cas aussi dans les systèmes simulationnistes, parce qu'il y a toujours une petite part d'interprétation, et puis tout le monde aime bien péter les jeux et ne pas respecter toutes les règles. Ça fait partie de l'ADN du jeu de rôle, j'ai envie de dire. Mais de base, par exemple, dans Donjons et Dragons, on va vous écrire quelque part, je sais pas, que faire tel truc, c'est à peu près difficulté 12. Et donc, une fois que vous avez créé votre modèle mental un peu dans votre tête, il y a une sorte de structuration de comment ceci ou cela se résout. Comment est-ce qu'on va le simuler un peu dans notre univers. Là où dans Grimwild, c'est la narration qui prime. Et donc, les règles viennent fournir un cadre beaucoup plus, je dirais, léger que dans certains autres jeux. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est encore une fois que toutes ces règles, elles pourraient être utilisées de bien des manières différentes. En regardant les règles, là, je vais peindre grosso modo les grands concepts du truc, mais il y a toujours des petites marges d'interprétation, donc je pense qu'il faut regarder les règles comme une sorte de boîte à outils, voilà. On est parti. La vidéo sera sûrement chapitrée parce que ça va peut-être être un peu long. Donc, la dernière fois, on avait vu la mécanique de base et tout, je reviens très très rapidement dessus, même si j'ai dit que je le ferais pas, je le refais. Donc grosso modo, pour 99% des situations, en fait, on raconte juste l'histoire. Hein. C'est un jeu fiction, la fiction passe avant la mécanique. Donc blablabla, je fais ceci, je fais cela. Et au moment où on se dit, là, il y a un truc qui est risqué, il y a là un machin, il y a un machin qui se passe, on va essayer de faire un petit jet de dés. C'est toujours les joueurs qui jettent les dés, grosso modo. Lorsqu'il y a une action dramatique risquée, il prend un pool de D6 qui est formé d'une de ses caractéristiques, plus d'autres facteurs qui peuvent venir, qui sont les exceptions, mais globalement, on se base sur les 4 caractéristiques qui sont Brawn, Agility, Wits and Presence. On jette notre pool de D6, et le MJ, s'il veut nous mettre des bâtons dans les roues, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met des D8 dans notre pool de dés. Donc nous, on jette nos D6, les D6, c'est cool, et les D8, c'est pas cool. Les D8, c'est des Thorns, et chaque Thorns qui va faire 7 ou 8 va réduire la qualité de notre réussite. Ça va pas venir annuler un de nos dés. C'est pas ça la question. Ça va réduire la qualité de notre réussite. Enfin, de notre jet, je dirais même. Et donc, la qualité, c'est quoi? Bah, en fait, pour savoir la qualité d'un jet, son résultat, on regarde le meilleur dé parmi tous les D6 qu'on a lancés. Donc, sur un 6, on fait une réussite parfaite. Sur 5 ou 4, on fait une réussite messie. Donc, c'est une réussite quand même, mais il y a des complications, il y a des conséquences. Et si on fait 3, 2, 1, on n'a pas réussi et en plus, on subit des conséquences. Et si on fait 2, 6, on fait un critique. Et si jamais, bah, avec les Swords, les fameux D8, on obtient des 7 ou des 8, on réduit notre qualité de réussite. Donc, alors que j'aurais dû faire un parfait parce que j'ai un 6, par exemple, je passe à Messi. Ou alors, par exemple, si je faisais un Grim avec mes D6, mais qu'en plus, les D8, là, les fameux Thorns, ils viennent réduire ma qualité,
de réussite, je peux aller à disaster. Donc voilà, ça c'était un peu la base du truc. Ensuite, on a les poules de dés. C'était l'autre petite mécanique. Et ben, les poules de dés, ils viennent servir à traquer, par exemple, du temps, une ressource qui s'épuise, etc. Et ils sont utilisés à toutes les sauces dans plein de petites règles différentes. Maintenant, on va regarder les petites règles spéciales. Donc, sur le jet de dés de base, déjà, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme petit facteur qui change? Il y a le teamwork, je pense qu'on l'avait pas vraiment couvert la dernière fois. Donc, c'est quand on s'entraide. Donc, finalement, quand il y a un PJ qui décide d'aider un autre PJ sur un jet, il dit comment et pourquoi. Il décrit bien comment il agit dans l'action, etc. Il faut qu'il dise vraiment j'assiste machin. Parce que c'est ça qui va activer la mécanique. Genre, on peut décrire ouais, je l'aide un petit peu sur le côté, etc. Ça va pas forcément avoir un impact si on veut vraiment aider, chose qui va avoir un impact mécanique et peut-être des conséquences aussi mécaniques. On dit ouais, je vais assister ce personnage, voilà comment je le fais. Il veut sauter au-dessus du trou, bah j'utilise un petit sortilège pour l'aider, j'en sais rien, je l'aide. Et donc dans ce cas-là, celui qui aide va pouvoir jeter un dé de son côté, un dé qui va compter dans le jet de l'autre. Eux, ils recommandent que ce soit le joueur qui aide qui jette ce petit dé bonus, parce que comme ça, si c'est le joueur qui aide qui obtient un 6, etc., qui obtient finalement ce qui va permettre à l'action de réussir, on saura que c'est son aide qui a été vraiment déterminante dans la narration. Donc ça peut changer un peu les trucs par rapport à juste donner des D6 à l'autre et qui jette tous les D6 du pool de D6. Et à partir du moment où on assiste quelqu'un, c'est important, c'est là où apprendre les petits termes techniques, c'est important, parce que assist, on va pouvoir le retrouver ailleurs. Quand on aide quelqu'un, qu'on fait assist, on partage le risque. C'est-à-dire que si ça part en cacahuète, le jet de dés du joueur, normalement, les conséquences qu'on va subir, elles vont être partagées entre nous. On voit qu'on peut également assister un autre PJ quand ses actions activent un impact move. Donc les impact moves, c'est un truc de MJ qu'on verra plus tard, mais en gros, c'est les grosses conséquences, les trucs relous. Et à ce moment-là, on peut faire un jet de défense pour les aider à un seul dé. Donc, on se souvient qu'un jet de défense, on l'avait vu aussi la dernière fois, c'est un petit peu différent d'un jet d'action. Un jet d'action, en général, c'est le PJ qui dit qu'il fait un truc, qui dit pourquoi et comment il veut agir, etc., etc. Et son jet va permettre de savoir s'il réussit ou non et s'il y a des conséquences. Alors que le jet de défense, c'est un peu différent parce que ça sert juste à atténuer une conséquence. Typiquement, il y a quelqu'un qui tombe dans un piège, c'est fait, c'est fait. Donc, cette personne, elle se fait défoncer la tronche. Bah, il y a un PJ qui peut venir essayer d'assister au moment où elle tombe dans le piège. Et dans ce cas-là, il obtiendra rien d'autre qu'éventuellement réduire les conséquences du fait que son pote soit tombé dans le piège. Et dans ce cas-là, encore une fois, comme ça fait partie c'est un move qui sert enfin, faire ça, c'est assister l'autre. Et ben, on peut subir les mêmes risques que lui, vu qu'on vient l'aider. Donc, il y a jamais de jet, en gros, qui peut nous laisser sur un statu quo, cas de réussite ou d'échec. Et donc, c'est bien précisé ici. Quand on partage le risque, on s'ouvre à des conséquences qui pourraient, elles, rendre les conséquences encore pires, etc. Donc en fait, assister quelqu'un, c'est pas gratos, quoi. Le MJ, éventuellement, s'il a pas d'idée de trucs pour encore plus compliquer la situation, il peut prendre un point de suspense. On verra les points de suspense sur la partie MJ. Le teamwork. Donc quand on est 3 ou plus à faire quelque chose ensemble, le MJ choisit qui fait le jet principal, parfois le plus skillé. Par exemple, si on essaie de porter un truc lourd, c'est le plus fort qui va faire le jet principal. Tandis que si on essaie de s'infiltrer, au contraire, ce sera le moins bon qui va faire le jet principal. Et les autres l'assistent. Et donc, dans ce cas-là, il suffit de suivre ce qu'on a dit juste avant avec assist. Setup, c'est un peu différent. C'est quand il y a une action précédente qui facilite une action suivante. Donc, par exemple, j'utilise un sortilège pour buffer un de mes alliés, on va dire. J'ai probablement déjà fait un jet pour lancer le sort, pour faire lancer le sort, le buff là. Et donc, dans ce cas-là, j'ai déjà couru un risque finalement en faisant ça. Et du coup, je vais pouvoir assister mon pote, mais sans prendre de risque. Parce qu'on a déjà géré le risque de mon action précédente, en fait. C'est ça, grosso modo, l'idée. Donc, setup, c'est comme assist, sauf que je partage pas le risque. Je vais juste pouvoir jeter un dé pour aider l'autre. Maintenant, il y a l'assistance extérieure. Quand il y a quelque chose de l'extérieur qui vient vous assister, ou vous setup, par exemple, un PNJ, l'environnement, etc., etc., le MJ peut jeter un dé supplémentaire qui viendra s'ajouter, pareil, à votre pool de dés. Donc voilà, ça, c'est tout. Ça, c'est le moyen, en gros, de gérer les facteurs extérieurs favorables dans la résolution des actions. Là où les thorns, là, les D8, les fameux, c'est plutôt pour gérer les trucs défavorables. Maintenant, on va aller sur le vantage. Donc, on est moins sur les jets de dés déjà. On est un peu plus dans, je dirais, la narrativation, la narrativo-véganisation du jeu. Donc, le vantage, qu'est-ce que c'est? Le vantage, c'est un frame of reference. Donc, c'est un cadre de référence. C'est l'addition de votre background, des talents que vous avez, de la fiction telle qu'elle est établie en ce moment. C'est un peu la règle du bon sens, le fameux bon sens.
donc qui demande parfois des petites discussions pour s'accorder quand on n'est pas tout à fait d'accord, mais qui la plupart du temps, ça va, ça fluidifie le jeu de faire appel à ça. C'est un petit peu ce qu'on retrouverait dans certains jeux simulationnistes. Par exemple, dire « je ne peux pas sauter jusqu'au soleil », c'est impossible, ou alors descendre les escaliers, on va pas aller jeter les dés pour savoir si j'arrive ou non à descendre les escaliers. Le Vantage, c'est un terme ludique qui vient nous permettre d'un peu mieux caractériser le côté oui c'est possible, c'est pas possible sans jeter les dés, etc., etc. Et donc ce Vantage, il y a plein de petits facteurs dans le jeu qui peuvent venir l'agrandir, le restreindre. Globalement, la base, on l'a dit, c'est notre backstory, la fiction telle qu'elle est au moment où on se pose une question. Quand une question se pose, justement, à propos de ce que vous pouvez faire, connaissez, référez-vous à votre Vantage. Est-ce que ça semble être quelque chose de donné ou pas? À quel point ça vous semble accessible? Par exemple, on a un exemple, un médecin peut facilement suturer une petite plaie. Un voleur peut probablement crocheter une porte, mais un fermier ne pourrait probablement pas connaître une actrice d'une ville de la bourgeoisie puisqu'il est jamais allé trop en ville. Voilà, c'est un peu du bon sens. Ça demande de discuter. Le MJ probablement tranchera. Et donc avoir le Vantage ouvre des possibilités et donne de la liberté pour déclarer des détails dans l'histoire. Tandis que quand on n'a pas le Vantage, c'est plus compliqué, voire impossible. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a un petit côté narration partagée. Un PJ qui dit « ouais, je vais aller refermer la plaie rapidement de ce soldat blessé alors qu'il est médecin », peut-être on jette même pas les dés. Ou peut-être qu'on jette les dés, mais avec peu de thorns. C'est un jet facile pour lui, parce que c'est un médecin. Peut-être que quand on arrive dans la grande ville de la région, il y a un DPJ, il peut dire « je vais aller voir un petit coup la taverne où je me rends d'habitude, où j'ai des potes, parce que je viens souvent dans cette ville. » Et le MJ n'a pas besoin de lui donner l'autorisation, donc il n'est pas obligé de tout le temps demander. Et donc ça donne une sorte de... ça inverse un petit peu la manière dont on arbitre. Là, le MJ va plutôt venir dire non, là c'est peut-être un peu trop, que l'inverse. Que tout soit interdit a priori et que les les joueurs doivent sans cesse demander et ça, du coup, mon personnage, il pourrait pas connaître et machin et truc. Donc, dans la logique, je trouve ça plus sympa. Moi, c'est ce que je fais, peu importe le jeu de rôle auquel je joue. Mais là, c'est un peu plus explicite. Et bien sûr, c'est pas parfait. C'est une sorte de zone de nuance, une zone de gris. Et la première fois que vous allez jouer avec des gens, peut-être que vous serez pas tout à fait d'accord, mais ça va se fluidifier au fur et à mesure. Et donc ce Vantage, il peut aussi couvrir ce qu'on appelle les tools of the trade. Donc c'est l'équipement. On part du principe que les personnages ont l'équipement et les compétences qui semblent liées à leur Vantage. Cela évite de détailler de manière très précise ce que les PJ peuvent faire et ce dont ils disposent. Et ça, c'est assez important parce que donc du coup, de base, le jeu se contrefiche un petit peu de l'équipement. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'écrire sur votre fiche que vous avez une épée, une armure, etc. Vous pouvez vous décrire, on vous imagine, et on va arbitrer la situation en fonction de comment on a imaginé ça. Et puis peut-être par contre qu'après, suite à un jet de dés raté, etc., le MJ, je sais pas, vous attaquez un dragon, le MJ, comme conséquence, parce que vous êtes un peu foiré, il dit ton épée se brise sur les écailles du dragon, bah on pourrait partir du principe que ce serait un petit peu bizarre que votre personnage y ressorte une deuxième épée, alors que, voilà, on se dit, non, il a pas de 50 épées sur lui, c'est pas logique pour le Vantage. Et ensuite, le Vantage, ça peut s'étendre à des petits détails qui se trouvent sur la fiche. Et donc, en fait, voilà, tout ce qui nous semble important de noter, en fait, ça peut être ces détails. Donc sur la fiche, on va pouvoir venir ajouter des petits machins du genre, par exemple, peut-être qu'on se dit au bout de 2-3 parties, ouais, en fait, l'équipement, on aimerait bien un peu plus savoir ce qu'on a quand même. Donc le MJ il va dire, bah allez-y, notez que vous avez un petit bouclier, une petite épée, voilà, sur votre fiche. Comme ça, on s'en souvient et ça cadre le Vantage. Donc, pour finir là-dessus, le Vantage, c'est la trappe à on n'a pas envie qu'il y ait des règles pour tout, arbitrage, cohérence, on se met d'accord, on note des petits trucs si c'est nécessaire. Voilà. Et de base, avant même qu'on s'amuse à noter des petits trucs et tout, bah il y en a qui sont inclus dans le jeu. Ce sont les détails des personnages. Donc sur notre fiche de personnage, on va écrire 2 backgrounds. Donc ça peut être des héritages, notre passé, notre profession, etc. On en choisit 2 et on note des wises, donc des connaissances liées à ça. Par exemple, si j'ai noté dans mes backgrounds, donc il y a un espace sur la fiche de personnage, je vous montre vite fait. Ici, bah voilà, on va prendre cette fiche-là. Donc là, on a une fiche d'un guerrier, machin. Donc lui, il a écrit dans son background qu'il est noble et donc qu'il s'y connaît un peu en diplomatie, contact influent, richesse, luxure. Et guerrier, donc les plans de bataille, les contacts militaires, les histoires de guerre. Donc ça va faire partie de son Vantage en fait, ces détails qu'il a notés sur sa fiche. Et donc ça lui permet de demander au MJ, ouais, bah, moi je pense que je suis un guerrier, je connais un peu des histoires de guerre, est-ce que je peux savoir des trucs sur cette situation? Le MJ peut dire oui, ou alors carrément au coin du feu, sans souci, commencer à raconter des petites histoires de guerre, on se dit, ok, c'est peut-être vrai ce qu'il dit, c'est pas forcément vrai d'ailleurs,
puisque c'est des histoires de guerre. Mais voilà, ça permet en gros d'orienter le roleplay et la narration. Donc on a les backgrounds comme ça, on en choisit 2 au début. Ensuite on a les traits. Donc on en choisit 2 qu'on va vraiment être et un qu'on va définitivement ne pas être. Et ça je trouve que c'est trop bien, on y revient. Et c'est pareil pour les désirs. 2 qu'on veut à fond et 1 qu'on veut pas du tout. Donc si on revient sur la fiche pareil de notre guerrier, il a noté qu'il était curieux et honorable, mais pas du tout discret. Et donc ça veut dire que dans son roleplay, ça lui donne une orientation très claire en faisant un choix très très rapide à la création de personnage sans écrire un background de 200 tonnes, etc. C'est sur la fiche. Donc il y a même pas, ça c'est ça que j'aime bien, c'est que vous savez, vous avez pas une case blanche en mode vas-y écris des traits de caractère de ton personnage dedans. En général, voilà, ça marche pas avec tout le monde et parfois ça demande beaucoup de temps. Là, je peux juste noter ça, viteuf au début de la partie, m'y référer et aussi venir le changer très facilement. Parce que en jeu, on peut le changer au fur et à mesure de la campagne, bien sûr. Le personnage peut évoluer et on peut même du coup bien voir cette évolution. Et donc le jeu, par sa forme et par ses règles, encourage ça plutôt que de le laisser, on va dire, dans le vague. Donc bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça pour le faire, mais un jeu en général, il est fait pour venir appuyer certains comportements et faire qu'on joue d'une certaine manière. Et donc ici, je trouve que c'est plutôt bien vu. Et les désirs, c'est pareil. Donc là, il aurait un désir pour la justice et la connaissance, mais apparemment pas du tout pour la renommée. Et donc ça, c'est intéressant parce que, donc ça aide le personnage, enfin le joueur à incarner son personnage. 2, ça peut aider à arbitrer. Par exemple, mon personnage essaye de s'infiltrer alors qu'il est pas du tout discret de base. Je peux dire que mon personnage essaye de faire de son mieux pour être discret et qu'il va essayer de s'infiltrer avec le groupe, mais le MJ, lui, il pourrait dire, vu que t'es pas très discret, etc., je vais mettre une petite sorne dans ce jet. Et si la sorne venait à proc, là, le D8 venait à faire 7-8, dans la narration, on pourrait assez facilement, si on commence à mettre ça dans le flow de notre jeu, c'est-à-dire le fait qu'on ait un pas super bon jet de dés, c'est peut-être à cause de machin qui est vraiment pas discret et qui a fait plein de bruit. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ça permet d'arbitrer les jets. Et puis, troisième truc qui est cool, c'est que ça permet très facilement, de manière très concise, au MJ d'avoir toujours une vue un peu sur les traits des personnages et sur leurs désirs, et donc de venir les titiller avec, par exemple, des situations, des PNJ, des scènes, des machins, pour venir soit créer des dilemmes, soit créer des accroches. Si je sais que mon joueur, il a sur sa fiche de personnage qu'il veut la justice et la connaissance, ça va peut-être me donner des idées d'accroche pour son personnage, là où le renom un peu moins. Et aussi, encore un autre truc, à un moment donné, quand il y a un personnage qui va un peu à l'encontre de ses traits ou de ses désirs, peut-être que si je m'en rends compte, je peux me dire à la session suivante, en regardant un peu ma fiche de MJ, où j'ai noté les traits et les désirs des personnages, me dire, en fait, il joue plus trop son personnage comme il l'avait écrit. Est-ce que je devrais pas lui demander de faire un flashback ? Ou de nous expliquer pourquoi son personnage a évolué, plutôt que de dire non, c'est pas du bon roleplay, nanana. C'est pas ça l'idée, c'est de provoquer le questionnement. Pourquoi ton personnage il a changé ? Est-ce que tu penses qu'il a changé ? Est-ce que tu devrais pas changer tes traits ? Et du coup de se questionner sur la psychologie du personnage, ça peut amener cette conversation. Donc ça c'était les traits. À côté de ça on a les features. Donc là c'est choisissez des petits trucs pour décrire rapidement votre personnage. Donc c'est en haut à droite de la fiche. Là sur Jem Melik, donc c'est une cicatrice sur le visage, dents manquantes, fatigué, trop de bataille. Voilà, c'est des moyens de donner de la couleur au personnage. Ensuite, il y a les talents. Donc les talents, ce sont des avantages spéciaux, des capacités qui différencient notre PJ de celui des autres. À la création de personnage, on choisit une voix, voleur, magicien, guerrier, qui nous donne notre talent principal, notre core talent, et une liste de talents qui s'alignent bien thématiquement avec la voix en question. À chaque fois qu'on monte de niveau, on peut prendre un nouveau talent, mais pas un core talent. Ça, on n'en a qu'un seul de core talent. Donc si j'ai choisi au début de prendre le core talent du guerrier, ça veut dire que je vais avoir maîtrise d'une arme. Ça, c'est mon core talent. Il y a que ceux qui prendront à la création de personnages ce core talent qui pourront l'avoir. Par la suite, quand on gagne des nouveaux talents, on ne peut jamais prendre les core talents des autres classes. Par contre, on peut, à chaque fois qu'on gagne des talents, prendre des talents dans n'importe quelle classe. Ou voix, c'est ça le vrai terme. Path, ça veut dire voix. Donc, à la création de personnage, je peux prendre la weapon mastery du guerrier et n'importe quel autre talent, tant que c'est pas un des talents principaux d'une autre voie. Et du coup, c'est pas un jeu à classe. La manière dont sont présentés les talents, c'est sous la forme des classes de Donjons et Dragons pour qu'on comprenne, qu'on capte vite quel genre d'archétype ça peut être, etc., pour nous inspirer. C'est pas un jeu à classe. Et donc, quand on choisit nos talents, ça élargit notre vantage, mais notre classe n'est pas un vantage parce que la classe n'existe pas en tant que concept. Donc, pour faire plus clair. Le bard ici, il a un core talent, d'accord ? Il a plein de talents. Donc, il a un talent principal et plein d'autres talents.
C'est pareil pour le berserk, il a un talent principal et plein d'autres talents. C'est pareil pour le cléric, il a un talent principal et plein d'autres talents. À la création de personnage, je choisis un talent principal parmi tous les talents principaux qui existent. Il y en a un par voix. J'en choisis un. Et je peux choisir un deuxième talent. Et ce deuxième talent, je peux le choisir n'importe où. Donc je peux prendre Bard Song comme talent principal. Et ensuite Mind Over Matter du moine. Voilà. Et quand je regagnerai des autres talents à la montée de niveau, je pourrai choisir dans les autres classes. Je peux choisir tout ce que je veux. Le seul truc que je peux pas faire, c'est prendre 2 talents principaux. Donc, si je peux pas prendre Bard Song, plus, je sais pas, Weapon Mastery du guerrier, parce que c'est le talent principal du guerrier, donc on ne peut avoir qu'un talent principal. C'est pas compliqué du tout. En choisissant un peu ces talents-là, ça peut aussi informer un peu sur qui est mon personnage et nous aider à avoir une idée du Vantage. Donc, c'est bien expliqué ici, hein. La voix, le nom de la voix est simplement un label pour organiser les talents de manière thématique. À elle seule, elle n'augmente pas le Vantage. Par contre, d'autres talents peuvent augmenter le Vantage. Par exemple, être un guerrier ne veut rien dire. Il y a personne qui a la classe guerrier. Être un guerrier ne veut rien dire. Mais le talent Fighting Style agrandit votre Vantage. Et d'ailleurs, c'est une coquille qui reste au jeu. Parce que ce talent Fighting Style n'existe pas. Ça s'appelle Weapon Mastery. Donc ça, c'est les petits problèmes du jeu. Voilà, voilà. Ok, donc ensuite on a nos 4 stats, on en a déjà parlé. Et donc le dernier truc un peu dans notre Vantage, c'est les liens, les bonds. Donc c'est des liens dynamiques de PJ à PJ. On note une intensité et une nature. Donc par exemple, je pourrais avoir, je suis un guerrier des montagnes, je suis un nain et il y a un elfe. Et donc du coup, comme c'est les mêmes blagues dans la fantasy depuis 10 000 ans, lol. Je suis, j'ai un playful rivalerie avec l'elfe parce que je suis Gimli. Et donc, j'ai une rivalité avec l'elfe, mais c'est pas une rivalité tendue ou une rivalité grandissante ou une rivalité complexe ou profonde. C'est une rivalité playful, donc un peu rigolo. Je te fais des chatouilles et on compte les orques qu'on tue sur les murs du gouffre de Helm, quoi. Et donc, voilà, je prends une combinaison de ces deux trucs, ou alors j'écris ce que je veux. En soi, c'est une manière de le formuler, mais je trouve que c'est assez intéressant par rapport à des classiques. C'est mon ami. Je l'adore. Ça permet d'être un peu plus inspiré. On a donc des liens avec les autres personnages. Et donc ça nous invite à jouer ces liens et voir, à les faire évoluer, sachant que ces liens sont pas obligés d'être réciproques. Par exemple, je pourrais avoir, comme dans cet exemple, des doutes envers tel personnage, tandis que lui, il va être en rivalité avec moi. Par exemple, je sais pas, dans le groupe, il y a un elfe un peu excentrique qui ne révèle rien de sa vie. Et donc, moi, mon personnage, il trouve qu'il est un peu étrange, cet elfe. Lui, c'est plutôt un blagueur et tout, et il prend pas notre relation en mode tu me suspectes, etc. Et donc, les liens sont pas obligés d'être réciproques. Voilà. Et on peut changer nos liens à tout moment, en réponse à quelque chose qui se passe. Parce qu'on a appris quelque chose sur un autre PJ, etc. Et quand un de nos liens change, on peut y donner une petite vignette, on peut jouer une petite scène, etc. Quand un de nos liens change envers un PJ, cet autre PJ prend un spark. Et ça, mesdames et messieurs, cela s'appelle encourager une forme de gameplay. C'est-à-dire que ça invite à faire évoluer nos personnages et aussi à révéler nos secrets. Si par exemple je crée un Dark Sasuke trop relou, peut-être que les autres au début leur lien avec moi c'est doute, suspicion, nanana. C'est drôle 2 secondes, mais imaginons à un moment donné je révèle mon secret, je fais ma famille s'est fait tuer, non, je dois tuer mon frère. Les autres PJ à ce moment-là peut-être ils vont moins douter de mon personnage parce qu'il leur a révélé un secret et maintenant ils vont être je sais pas attendri, me prendre en pitié, vouloir m'aider, je ne sais pas, ils changent leur lien. Et à ce moment-là, moi, joueur, je reçois un spark. Et donc un spark, pour rappel, c'est un point de narration, de détermination, de volonté, de ce que vous voulez, ça s'appelle un spark dans le jeu. Et je vais pouvoir le dépenser pour ajouter un D6 à mon pool de dés, pour une action future. Et donc, c'est encourageant de développer mon personnage, de le rendre plus intéressant, de faire évoluer nos liens, et donc de cultiver un petit peu le drami-dramou, pour aussi avoir des bonus mécaniques en fait. Donc ça, je trouve que c'est très très cool. Parce que par exemple, ça peut inciter à, en plein combat, j'imagine déjà des possibilités, en plein combat, faire des petits reveals, faire évoluer notre personnage. D'un seul coup, alors qu'il était désespéré, il y a un discours qui vient l'enflammer, etc. Boum, il gagne un spark et il peut essayer de retourner le combat. Ça peut inciter ce genre de truc-là. Sachant que bien sûr, le but du jeu, c'est pas de faire ça en boucle pour gagner des sparks, on n'est pas débile. Puisque de base, le jeu sert à raconter une histoire, c'est écrit dans la note d'intention du jeu, et c'est écrit Don't be a wither. Donc ça veut dire, soyez pas un débile. Et donc si, en fait, toutes les 2 secondes, vous dites, en fait, j'avais un autre secret, MDR, et que, du coup, c'est juste pour gagner des sparks, vous ne jouez pas vraiment au jeu. Ensuite, on a la Creative Freedom.
Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui vient un peu cadrer aussi la narration partagée. Donc le set dressing. Le set dressing, c'est les petits détails et tout. Donc on peut ajouter des petits détails mineurs, des trucs de sens commun, de bon sens. Tant que ça ralentit pas le jeu, tant que ça sert pas à casser aussi les enjeux, etc., à couper l'herbe sous le pied, à une scène, etc. On peut dire des trucs, genre par exemple, je sais pas, on est invité à un bal, j'en sais rien, et ben je décris la robe que porte mon personnage lorsqu'il arrive à ce bal. Et on n'est pas en mode, wow, arrêtez, vous avez pas le droit d'avoir des robes, je sais pas quoi. Et encore une fois, on se réfère au vantage. Si mon personnage, c'est un pégu, qui a pas un rond, il peut pas apparaître avec une robe. Donc en fait, le set dressing, ça fait partie du vantage dont on parlait plus tôt. Et donc c'est écrit, il n'y a pas besoin de demander l'approbation au MJ, c'est lui qui s'interposera si ça va vraiment à l'encontre de ce qui était établi. Donc tout ce qui est un peu donné par le vantage est considéré comme OK. Ensuite, je vais faire Tangles après Story. On a une monnaie, vraiment une metacurrency pour le coup, mais pas complètement. Bref, on a un truc qui s'appelle les points de story. On en a 2 par session. Chaque PJ en a 2 par session. On peut les dépenser en fait pour ajouter des détails à l'histoire qui vont au-delà du set dressing et qui peuvent créer de nouvelles opportunités ou faire basculer une scène en votre faveur. Donc c'est des détails qui doivent quand même être liés à votre vantage, au moins un petit peu. Ça peut pas sortir de nulle part. Donc encore une fois, le MJ peut veto. Par exemple, ça peut être lié à l'équipement. Un personnage qui dit « Le magicien était mon mentor par le passé » ou bien « J'ai juste l'objet parfait pour cette situation, etc. etc. » Donc ça permet un peu de faire des flashbacks, de faire des trucs comme ça. Ça peut permettre de dire, par exemple, les gardes se sont endormis, des trucs comme ça, c'est un peu comme des sortes de petits points de destin et tout. Et encore une fois, ça peut pas dépasser le vantage de mon personnage. C'est-à-dire que, par exemple, on peut facilement imaginer, alors que les PJ ont raté plein de GD et tout, et qu'on est en mode, ils sont acculés dans une impasse, dans une ville, le voleur pourrait probablement utiliser un point de story pour dire, je vois qu'il y a une fenêtre ouverte avec du linge étendu au-dessus de nous, j'utilise un point de story pour établir ça. Et du coup, derrière, comme je suis un voleur, je vais essayer de grimper et de tendre la corde à linge pour que les autres ils puissent grimper et qu'on arrive à s'échapper. Donc il peut utiliser un point de story pour faire ça. Ça ne va pas forcément annuler un jet. Vous voyez, il va quand même peut-être devoir faire un jet pour grimper, etc. avant que les gardes arrivent. Peut-être il a un risque de tomber, tout ça. Mais il crée une sorte de porte de sortie, par exemple. Comme c'est le voleur, ça fait un peu partie de son vantage, parce que c'est quelqu'un qui escalade, qui connaît bien la ville, etc. Il a écrit sur sa fiche que il a grandi dans les rues, tout ça. On imagine très bien ce genre de scène, on se dit ça colle. Maintenant, admettons, je suis le druide en forme d'ours et je suis enragé à ce moment-là dans la fiction, j'en sais rien, et je connais pas bien du tout la ville et tout. Peut-être que ce point de story, c'est un peu moins sûr que je pourrais l'utiliser. Et ça doit pas permettre non plus de dire, et là il y a un dragon qui arrive, ou de faire des Deus Ex Machina incroyables, tout ça. Encore une fois, c'est limité un peu par le vantage et par ce qu'on se dit autour de la table. C'est de l'arbitrage. Comme c'est écrit ici, ces détails ne peuvent pas override un jet ou contradire un truc dans l'histoire qui est établi. Par exemple, si il y a eu justement un jet pour s'échapper de la garde et que c'est le fait d'avoir fait un échec critique, genre un disaster, vous voyez, vraiment un énorme échec qui fait qu'on est coincé dans un cul-de-sac et que le MJ dit « Vous arrivez dans un cul-de-sac complètement sans issue ». C'est un jet, c'est la conséquence mécanique de nos échecs, etc. À ce moment-là, je peux pas utiliser un story point pour dire « Eh ben non, en fait, c'est pas un cul-de-sac ». Je peux pas dire « Non, MJ, c'est celui qui dit qu'il y est ». Je peux pas. Et quand je viens de rater un jet de dés et que le MJ commence à annoncer des conséquences, pareil, je peux pas utiliser un story point pour relancer, etc. Ça ne permet pas de contourner les règles. Ça permet d'ajouter des détails qui pourraient être déterminants sans retcon, en fait, ce qui a été établi dans la narration. Évidemment, ça va demander un petit peu de se mettre d'accord. Par exemple, on nous dit, ces détails ne devraient pas pouvoir affecter un autre PJ sans sa permission, par exemple. Le MJ peut aussi venir pondérer le détail qu'on donne. C'est pas un acquis, c'est pas un truc gagné. Par exemple, je peux dire, j'aperçois une fenêtre en haut du mur pour essayer de me barrer, là. Mais le MJ, il peut faire un story roll pour voir à quel point c'est vrai et à quel point c'est bénéfique et ajouter de la nuance. Et même que sur un grim, ça pourrait backfire. Donc il faut bien comprendre que ce story point là, en réalité, il est plus là pour rajouter un truc intéressant, avoir une petite participation à la narration. Ça n'est pas une arme, en fait. Ça n'est pas une capacité de personnage pour gagner la game. On est coincé, je sais pas, par une bande de ripoux. Toujours, on garde le même exemple. On est coincé par une bande de ripoux de nuit dans un cul-de-sac et que mon personnage, il dit, à ce moment-là, je pense, il y a une patrouille de garde qui devrait peut-être passer. J'utilise un story point pour peut-être venir nous aider, nous créer une porte de sortie. Mais le MJ, il peut se dire, ok, mais je vais faire un story roll pour savoir comment réagissent les gardes. Et si ça tombe, le story roll, on y viendra après au story roll, mais finalement, c'est un truc assez simple. C'est un peu comme un jet d'oracle pour voir, mettre de l'aléatoire, etc. On y reviendra plus tard.
Peut-être ce story roll, il va dire que c'est catastrophique. En fait, les gardes arrivent, mais ils ferment les yeux sur la situation parce qu'ils sont payés par les ripoux. Et donc mon story point là, je peux pas me retourner contre le MJ et dire mais non, mais moi je voulais pas ça. Le but du story point, c'est pas de gagner la game, c'est d'apporter une petite touche créative à la partie. Voilà. Le MJ peut veto, etc. Donc vous vous rendez bien compte que ça, c'est le genre de règle. À certaines tables, ce sera insupportable et à d'autres, ça va bien marcher. Et chacun va devoir faire à sa sauce. Peut-être même, et je pense que d'ailleurs c'est même à peu près sûr, qu'on peut jouer au jeu sans cette règle, honnêtement. Mais c'est intéressant à explorer si vous avez jamais fait ce genre de truc. Et donc on nous dit bien, il y a une zone de grise, il y a une zone de gris entre le set dressing, les détails, etc., etc. Les limites devraient être fixées par le groupe. Compliqué d'expliquer les mécaniques un peu floues comme ça. Ici, on a un truc un peu plus simple. Les tangles. Un personnage crée des complications dans une scène via son roleplay, il peut gagner une spark. Ce qu'on appelle les tangles. Donc ça doit être, encore une fois, lié un petit peu à votre vantage, votre story, etc. Je vais pas réexpliquer 50 000 fois. Et avoir un impact direct. Par exemple, sur votre prochain jet de dés. Ou fermer une option, etc. Donc en gros, quand vous faites du play to lose, c'est ça le truc. Mais du play to lose qui a du sens. Que si ton personnage c'est Pipin, et que depuis le début de la game on a bien compris que c'était Pipin, quand il tourne la poignée d'un squelette au bord du puits dans la Moria, là on se dit ok c'est stylé, tu gagnes un spark. Ça colle bien à ton personnage qui est curieux, un peu concon. Tu gagnes un spark pour avoir fait ça. Probablement que ça va créer des complications, voire te mettre des thorns, donc des fameux D8 sur ton prochain jet. Ici, on a des super bons exemples, je les aime beaucoup. Par exemple, une unwise decision, donc une décision qui n'est pas sage. Par exemple, vous jetez votre épée sur le côté pour que le combat soit plus équitable. Parce que par exemple, vous êtes un peu pédant, sûr de vous. Et donc, ça rend la selle stylée. Le combat va être plus difficile pour vous. Le MJ va probablement vous mettre une sword, un truc comme ça. Mais vous gagnez un spark parce que quand même c'est stylé. Et donc du coup, ça encourage à ne pas toujours être dans l'optimisation, faire des plans, etc. et à jouer des personnages plus vrais, enfin plus un peu over the top, enfin des personnages théâtraux quoi. Par exemple, vous suivez des motivations personnelles au lieu de suivre les motivations du groupe, vous pourriez gagner un spark si on trouve ça stylé et que vous en abusez pas, etc., etc. Ensuite, on a les story arcs. Donc ça, c'est des petites phrases évocatives qui donnent à votre PJ et à votre groupe une direction thématique. A priori, il y en a une par PJ plus une pour l'ensemble du groupe. Donc, on choisit un groupe arc et chacun prend aussi un caractère arc. Ici, on a des exemples, mais on peut écrire autre chose. Le mieux, c'est de le garder court. Que si on écrit un truc trop détaillé, finalement, on referme à fond la narration. Et ça, on aura plus de mal à le retenir, ce sera moins facile à relire rapidement sur sa fiche, etc. Donc, quand on résout un arc, eh bien, on gagne un spark, encore une fois. Donc, vous voyez que le spark, en fait, c'est un petit truc qu'on peut gagner de plein de manières différentes. Il y a des manières très mécaniques, mais aussi des manières un petit peu narratives. C'est un peu le point d'inspiration, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est codé dans le jeu comment on les gagne. C'est pas juste quand le MJ, il trouve que c'est bien, eh ben, il vous met une petite tape derrière la tête, il vous donne un bonbon. C'est, vous pouvez dire, je pense que j'ai terminé mon story arc, là, où je pense que ce que je viens de faire, bah, c'est un peu, une complication, un tangle. Est-ce que je prends mon spark? Puis les autres font bah ouais carrément. Et vous prenez votre spark. Donc vous êtes actif là-dedans. Et donc voilà, on gagne un petit spark quand on résout un arc. Et bien sûr, on écrit un nouvel arc. Ici, on a un exemple. Vous remettez l'épaule en place et laissez partir le chevalier qui fuit à cheval. Vous avez mieux à faire désormais que de poursuivre votre revanche. Peut-être qu'on poursuivait un mec qu'on pensait être un énorme bâtard, qu'on devait le rattraper pour se venger et qu'on réalise qu'en fait ce gars-là c'était juste un serviteur, un machin, et on se rend compte que notre revanche n'avait plus aucun sens, et alors qu'il s'échappe, on n'a pas réussi à l'attraper, on le laisse partir, bah on se dit, je pense que mon personnage il va devoir retrouver un autre sens dans sa vie, un nouveau story arc, et peut-être que maintenant, just enjoy life, juste profiter de la vie et arrêter de poursuivre sa vengeance, vous voyez, et ça, on entre dans un nouvel arc. Donc à partir de ce moment-là, je joue mon personnage qui veut juste profiter de la vie jusqu'à ce qu'il se passe un nouveau truc. Et là, je me dis, mais attends, mais là, je pense que mon personnage, il change. Il veut maintenant assouvir ses vices parce qu'en fait, il est devenu alcoolique à force de juste enjoy life. Et voilà. Et c'est pareil, encore une fois, ces éléments story arc, etc. Le mieux, c'est de les garder courts. Comme ça, le MJ il peut les garder sur une fiche, un peu une sorte de fiche de MJ, quoi. Et toujours avoir un regard dessus. Et à chaque fois qu'il prépare, à chaque fois qu'il imagine une nouvelle situation, quand il improvise, pour essayer d'appuyer sur ces points-là, ça peut devenir une seconde nature et devenir très très intéressant. Donc ça, c'était les règles, on va dire, narrati-narratu. Maintenant, on va aller dans des règles un peu moins narrati-narratu. Les dommages, les damage. Donc, sur notre fiche, on a plusieurs trucs. Je remonte sur la fiche vite fait pour vous montrer où ça se situe et ensuite je reviens à la règle. Donc vous voyez que sous chaque caractéristique, on a une petite cocoche. Ensuite, en dessous, on a deux petites cocoches bloodied et rattled. Et ici, on a une case bloodied, une case rattled et des conditions. Donc tous ces petits trucs-là, grosso modo, c'est pour marquer les trucs qui gênent notre personnage. Donc la première chose qui peut se passer comme conséquence mécanique à quelque chose,
c'est qu'on coche une de nos caractéristiques. C'est ce qu'on appelle marque. Donc c'est ici. Par exemple, là, son agilité est marquée et sa présence est marquée. Une marque, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si mon agilité est marquée, quand je vais faire une action qui me demande de faire un jet d'agilité, là, je vais avoir une sorne en plus. Par exemple, là, je ferai un jet d'agilité, je jetterai 2d6, et comme mon agilité est marquée, on oublie le bloodied pour l'instant, ok? Comme mon agilité est marquée, j'ajoute une sorne, donc j'ai 2d6 et un d8. Le fameux dé de difficulté, le d8, le sorn. Et en fait, une marque, elle s'enlève dès que j'ai fait un jet avec la caractéristique. Mon agilité est marquée, je fais un jet avec une sorne, et je peux tout de suite déjà enlever la marque sur l'agilité. Elle est partie à ce moment-là. Elle peut revenir comme conséquence d'autre chose, mais en gros, ça gêne juste mon prochain jet de dé, une marque. C'est une conséquence assez légère. Là où Bloodied et Rattled, c'est plus compliqué. Bloodied, c'est vraiment je me suis fait défonce. Quand je suis Bloodied, je coche Bloodied, mais également j'ajoute un pool de 4 dés de Bloodied dans ma case Bloodied qui est ici, vous voyez. Ici, 4 dés. Et en fait, tant que je suis Bloodied, j'ai une sorne à tous mes jets de Brown et d'agilité. C'est pour ça qu'il y a un petit trait qui relie. Tac, 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 tac. J'ai une sorne pour tous les jets de Brown et d'agility tant que je suis Bloodied. Et ça ne part pas dès que je fais un jet. C'est une condition qui met du temps à récupérer. Il va falloir que je dispose de soins, etc., etc. On verra les détails juste après pour pouvoir récupérer de Bloodied. Et à chaque fois que je vais avoir l'occasion de me soigner, je vais jeter mon pool de dés de Bloodied, donc qui commence à 4 dés, et il va se réduire. Donc sur un 1, 2, 3, je retire les dés qui ont fait 1, 2, 3. Donc là, par exemple, je l'ai fait moi chez moi. J'ai jeté mes 4 dés de Bloodied, j'ai fait 6, 3, 1, 2, et donc j'arriverai à 1 dé de Bloodied parce que j'ai fait un 1, un 2 et un 3. Et donc, il me resterait plus qu'un dé de Bloodied, et à chaque fois que j'aurai une nouvelle occasion de me soigner, blablabla, je pourrai jeter ce dé jusqu'à ce que j'ai complètement vidé mon pool Bloodied. Et dans ce cas-là, je peux décocher Bloodied. Et c'est pareil pour Rattled. Ok? Et donc, pip, paf, pouf. Maintenant, on va regarder les petits détails. Donc, marque, on vient de l'expliquer. Des petits dégâts temporaires qui gênent légèrement. On prend plus une sorne sur le prochain jet et ensuite on efface la marque. Si une stat est déjà marquée et que mon MJ me redit de la marquer, dans ce cas-là, on marque l'autre stat de la paire de stats. Donc par exemple, là, agilité est déjà marquée, je fais une action, le MJ me dit marque agilité, je fais ah, agilité déjà marquée. Dans ce cas-là, je marque Brown. Et si mes deux trucs là, ils sont déjà marqués, mes deux stats de physique sont déjà marqués et que le MJ il me dit marque, à ce moment-là, je coche Bloodied. Qu'en fait, c'est comme une sorte de pyramide. Vous comprenez que vous n'avez pas envie que ces marques s'accumulent. Et donc du coup, ça vous incite potentiellement un petit peu, mécaniquement, à faire des jets avec vos stats qui sont marqués pour éviter d'accumuler les marques et qu'ensuite, quand vous en récupérez encore d'autres, boum, vous commencez à être Bloodied et Rattled. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et bien sûr, il se peut des fois que vous soyez Bloodied tout de suite. On n'est pas obligé d'être marqué puis Bloodied puis machin. C'est juste, si je suis déjà marqué, je marque l'autre stat. Si mes deux stats sont déjà marqués, je deviens Bloodied. Mais je peux aussi être Bloodied direct, voire sur un jet de dés, je peux mourir direct. On va voir après. La réciproque n'est pas vraie. Enfin, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais en gros, si vous êtes déjà Bloodied, vous pouvez marquer une stat en plus, qui était pas marquée. Vous voyez, c'est écrit. Si mes deux stats sont déjà marqués, alors je prends la blessure correspondante. Et les marques peuvent être prises alors que j'ai déjà coché la blessure correspondante. Bref. On nous dit, les marques sont souvent combinées, associées à d'autres conséquences quand elles sont infligées directement. Par exemple, je suis à cheval, tac 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 dans la forêt, boum, je me mange une branche, j'ai raté un jet de dés, je sais pas quoi, je marque agilité et je tombe de mon cheval. Par exemple, ça peut être ça une conséquence. Pour push une action, on verra plus tard ce que c'est un truc spécifique. Pour push une action, je dois marquer une carac. On y revient plus tard. C'est plus un rappel d'un truc qui vient après en termes d'ordre. On oublie pour l'instant le push. On continue sur la arme. Donc un gros coup à l'esprit ou au corps, ça va vous rendre Bloodied si c'est au corps et Rattled si c'est à l'esprit. Dégâts mentaux, dégâts physiques. C'est les dégâts par défaut des impact moves. Donc ça veut dire que quand je me bats en général, si je fais un jet pourri, en général ce qui va se passer c'est que je vais être Bloodied ou Rattled. Donc le jeu peut être assez mortel. On nous dit c'est la référence. La référence c'est pas de marquer des stats puis d'arriver à Bloodied. Dès que vous vous battez, vous risquez d'être Bloodied direct. C'est ça qu'il faut comprendre. Par défaut, c'est comme ça. Pour que les enjeux soient élevés à chaque fois qu'on jette les dés. Quand on est Bloodied ou Rattled, on a une sorne à tous nos jets. Cependant, quand on est Bloodied ou Rattled, on ignore les sornes des marques de la stat liée. Par contre, les marques ne s'effacent plus. On se fait un peu des petits nœuds au cerveau, mais on prend le temps d'expliquer. En fait, c'est pas compliqué. Je passe beaucoup de temps. J'ai presque l'impression que c'est plus compliqué quand j'explique que ce qui est écrit, mais c'est pas grave. Donc si par exemple je suis Bloodied et que j'ai l'agilité qui est marquée, je prends pas deux thorns. On considère que Bloodied me donne déjà une thorn et on oublie agilité. Par contre, si je fais des jets d'agilité alors que je suis Bloodied, j'enlève pas ma marque d'agilité. Qu'en fait, je risque potentiellement
d'être remarqué en agilité et donc d'être double blooded, ce qui n'est pas possible et ce qui va faire que je vais probablement mourir. Donc, c'est écrit ici, quand vous êtes blessé, vous ignorez les épines des marques des stats liées, mais les marques ne s'efface pas sur un jet. Être bloodied ou rattled une deuxième fois, leave you dropped. Donc dropped, c'est je suis à terre. Vous êtes exclu de la scène, c'est comme si j'étais inconscient, je sais pas quoi. Faites un story roll. En général, vous jetez 2d6 pour voir si c'est juste temporaire sur un perfect. Si vous prenez une condition, par exemple un timer de 4D, je vais bientôt mourir, ou j'ai une jambe cassée, etc. Ou si vous êtes directement mort. Donc je vais expliquer ce que c'est le story roll maintenant. Ça peut servir dans plein de situations, le story roll. C'est exactement la même chose que les autres jets, sauf qu'il n'y a pas de stats associées en fait. Et donc un story roll, c'est jet 2d6 et puis je regarde le meilleur. Donc si c'est un 1, 1, 2, 3 c'est Grim, 4, 5 c'est Messi et 6 c'est perfect. Donc en fait, au moment où je suis bloodied, ce qu'il faut comprendre, je suis bloodied, là je devrais être rebloodied, c'est le moment où je suis dropped. Donc je tombe, je suis inconscient, je peux plus me battre. À ce moment-là, je jette 2d6, je regarde le meilleur, là heureusement j'ai fait un 6, je suis juste inconscient. Mais admettons j'aurais fait un 4 ou un 5, peut-être que le MJ m'aurait dit, non seulement t'es inconscient, mais tu as la jambe cassée, tu vas marquer cette condition, on y revient juste après. Et si j'ai fait 1, 2, 3, je suis mort. Donc le jeu est mortel. Le jeu est mortel. On va voir que on peut nuancer cette mortalité avec des règles spéciales, mais de base, le jeu par défaut est quand même assez mortel. Chose importante à noter, quand on est bloodied, vous voyez, ça inflige une sorne sur tous les jets. Et donc si je suis bloodied et je suis rattled, j'ai 2 sornes sur tous mes jets. Donc c'est vraiment pas bien. Il faut que je me repose. Il faut que je me cache. Il faut que je passe un downtime. Il faut que je fasse quelque chose. Et c'est sur tous mes jets. C'est pas sur les jets, juste sur les jets des caractéristiques correspondantes. Donc, Bloodied, ça me donne pas une sorne que sur les jets de Brown et Agility. Ça me donne une sorne sur tous mes jets. Donc, le lien ici qu'on voit là, entre Mark et Bloodied, il ne marche que dans le sens du haut vers le bas, en fait. C'est juste pour se souvenir que si je suis déjà Brown, si je suis déjà marqué en Brown, déjà marqué en Agility, et que je dois être encore marqué, je suis Bloodied. Donc, on a expliqué à tort et à travers cette mécanique. C'est trop long. C'est écrit, bien sûr, Bloodied et Rattled sont les conséquences par défaut, mais sur une attaque particulièrement dangereuse avec des très hauts risques, on peut aller directement à Dropped. Et en général, il vaut mieux que le MJ l'annonce. Par exemple, je suis en pleine forme, je suis dans un bâtiment qui est en train de s'effondrer, où il y a une bombe atomique qui tombe sur le bâtiment, boum, je fais mon jet, le MJ il peut me dire, si tu te plantes là, t'es mort. On n'est pas obligé de passer par toutes les petites étapes là. On peut tout de suite faire le drop. Alors que si on est plutôt dans une situation à petit risque, on va plutôt marquer des caracs. Donc il y a vraiment 3 couches de dégâts mécaniques. Les petites blessures, c'est des marques. La blessure classique, c'est bloodied ou rattled. Et le méga truc ultra violent, c'est le dropped. Maintenant, qu'est-ce que le vex? Le vex, c'est un flash émotionnel, comme de la colère, de la peur ou de la confusion. Le vex peut être infligé comme une conséquence, parfois en plus d'une marque ou d'une blessure. Le vex, il est écrit ici. C'est ici, là, sur la fiche. Vex, fight, combat, fight, fuir, freeze, être paralysé par la peur, freak out, péter un câble, en gros. Ce sont des réactions émotionnelles. Ça peut être des conséquences d'un jet, genre je foire un jet de dés, et le MJ il me dit, tu vas marquer wits, parce que intellectuellement, là, t'arrives plus à bien réfléchir, et tu vas freak out. Il peut me dire ça, par exemple, pour représenter l'effet d'un sort sur le mental, vous voyez. Donc ça peut être à l'initiative du MJ, parce que j'ai raté un jet de dés, il m'inflige ça. Mais le vex, ça peut aussi servir à se protéger en tant que personnage. Comment ça? Si le MJ me dit que la conséquence d'un sortilège, ou bien il y a un monstre qui arrive, il est particulièrement terrifiant, etc., et je rate un jet de dés, et il me dit tu vas être rattled, donc rattled c'est ici, rattled c'est embêtant. Je vais avoir une sorne sur tous mes jets de dés avec rattled. Donc j'ai pas envie d'avoir rattled. En plus, c'est long de récupérer de rattled. Rattled, ça veut dire secouer en français. J'ai pas envie d'être secoué parce que ça va peut-être me mettre plusieurs jours, etc. de récupérer de rattled. Donc je peux dire, hop. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je dépense un spark. Il faut que j'ai encore du spark. Et par contre, je choisis un vex. Donc par exemple, je rencontre un dragon particulièrement terrifiant, une créature abyssale de l'appel de Cthulhu ou que sais-je, et le MJ me dit je suis rattled, je dis non. Je dépense un spark, comme ça je suis pas rattled. Par contre, je dois choisir un vex, donc une réaction. Soit ma réaction épidermique, c'est de l'attaquer, soit c'est de fuir, soit c'est d'être paralysé, soit c'est de freak out. Donc en fait, je vais pouvoir choisir comment je réagis. C'est pas forcément une réaction super cool, c'est pas forcément ce que mon personnage venait faire, aurait voulu faire vraiment, mais ça me protège de rattled. Et donc, on interprète la réponse. Le PJ est guidé par cette émotion, donc il doit la jouer en bonne foi, en fait. C'est comme si j'avais perdu des points de santé mentale dans l'appel de Cthulhu. Je l'ignore pas, quoi, je le joue. Et il peut décider comment il le joue, quoi. Mais il doit considérer que son personnage est dans un état émotionnel particulier. S'il y a un jet qui suit l'action, par exemple, j'attaque la créature, je fuis, etc., je choisis un des différents vex, là. Ce prochain jet aura
une sorne supplémentaire. Si par exemple je fais face à Cthulhu et je considère et que je fight, j'aurai une sorne supplémentaire parce que je suis sous le coup de l'émotion et en fait j'attaque plus en réaction qu'en plein contrôle de mes moyens. Ensuite, une fois que on a eu cette réponse émotionnelle, au bout de 1 ou 2 story beats, quoi, au bout de un petit tour de table, un truc comme ça, on peut considérer qu'on est plus vexe et se remettre à agir normalement. Les conditions. Alors, les conditions, ce sont des blessures spécifiques, des maladies qui impactent le personnage dans certaines situations et qui en général durent. Elles peuvent venir avec une blessure ou une marque, etc. Par exemple, je pourrais être secoué là, rattled, et en plus, broken heart, cœur brisé. Genre, je voulais convaincre Galadriel, la reine des elfes, la fée qui a une beauté mystique, de nous aider. Je foire mes jets de dés. Non seulement je suis secoué, mais en plus j'ai le cœur brisé par le sortilège de la reine des fées, quoi. Et donc ça ne disparaît pas forcément du jour au lendemain, heartbroken, mais ça, on considère que ça devrait pas me mettre des sornes sur tous mes jets, en fait. Heartbroken, avoir le cœur brisé, ça va pas me gêner en toutes circonstances. Peut-être dans certaines circonstances, pas toutes. Donc dans ce cas-là, on se dit, on va se noter une petite condition. Donc on va l'écrire sur notre fiche qu'on est heartbroken. Comme ça, on s'en rappelle et ça va peut-être nous infliger des sornes, donc les fameux D8. Plus tard, ça va nous permettre d'arbitrer la situation, etc., de se souvenir que ça en marche. Donc ça peut être bras cassés, ça peut être plein de trucs. Et donc on peut y mettre plus ou moins d'urgence, etc. Par exemple, je pourrais mettre une condition. En fait, ça, si vous voulez, pour faire simple, c'est la boîte à outils. C'est la boîte à outils pour mettre des conséquences sur nos personnages sans avoir 15 000 règles différentes. Par exemple, si je suis en train de me vider de mon sang, on pourrait écrire sur ma fiche « Bleeding out » 4 dés. Donc, c'est un pool de dés. Et quand ce pool de dés sera épuisé, je me serai complètement vidé de mon sang, je serai mort. Donc, par exemple, on peut dire, à chaque tour où personne vient m'aider à arrêter l'hémorragie, je jette mon pool de 4 dés, et si personne vient, je suis mort. 6 dés, perdre la raison. Ça peut être ça, par exemple. Ou alors, ça peut être des trucs short term. Par exemple, je suis ivre, ou j'ai une cheville tordue. Ça peut être ça. Et on peut, ou non, mettre un pool de dés lié. Par exemple, je suis bourré, le MJ me dit ok, bah tu vas te mettre un pool de dés bourré de 6 dés, et à chaque fois qu'il y a une petite ellipse, genre je sais pas, on marche longuement dans la ville, on prend l'air, la soirée continue, peut-être je pourrais jeter ce dé, mon pool de dés pour voir petit à petit comment j'arrête d'être bourré, quoi. Et quand être bourré ça pourrait me gêner, bah le MJ il va mettre ma petite sorne. Donc voilà, c'est une boîte à outils de ouf. Vous pouvez faire plein de trucs avec ça, genre vous êtes dans un dîner mondain, vous dites, je vais boire des petits verres avec les notables locaux. J'essaie de les convaincre de rejoindre notre faction. Je fais un jet de dés. Ou je fais une réussite avec complication, par exemple. Donc je réussis. J'ai réussi à convaincre quelques notables de rejoindre notre cause. Mais la complication, c'est que j'ai beaucoup trop bu. Et donc le MJ me dit, bah tu vas prendre une condition bourrée, 6 dés. Vous voyez ? Les conditions s'appliquent quand ça fait sens. Elles s'effacent aussi quand ça fait sens. C'est-à-dire que, ça c'est important de bien comprendre le côté boîte à outils. Si par exemple on a dit, ouais j'ai un pool de dés 6 dés bourré là. Si je dis je voyage pendant une semaine, je peux tout de suite enlever complètement le statut bourré d'un coup. Je suis pas obligé de continuer à acheter les dés genre en mode oh non, ça fait une semaine et je suis encore bourré. Non, on peut l'enlever d'un seul coup parce que ça ne fait plus aucun sens, d'accord ? Une chose importante, c'est que sur les conditions très long terme, voire permanentes, c'est le PJ qui a toujours le dernier mot. Parce que bras cassés ou bien haine profonde ou bien perte d'un œil ou une folie complète, etc. Dans des tropes un peu heroic fantasy, tout ça, j'ai pas forcément envie que mon personnage y subisse ça. Et comme c'est plutôt un jeu narratif cool, si le MJ me dit bah maintenant ton personnage il est fou jusqu'à nouvel ordre, j'ai le droit de refuser parce que ça me nique mon fun en fait. C'est ça l'idée. Si le MJ me propose, je pense ton personnage il pourrait être fou maintenant et que j'accepte, let's go parce que je trouve que c'est fun et en fait j'ai envie de jouer ça. Donc pour les trucs long terme, on nous dit par défaut, on se met d'accord et c'est plutôt le PJ qui a le dernier mot quoi. Sinon dans la négo, dans l'autorité à table, il peut se sentir un peu obligé, quoi. Vous joueriez avec le système Moxie à l'appel de Cthulhu et tout le monde se serait mis d'accord pour que ce soit un terme vraiment central du jeu, le fait que au fur et à mesure notre esprit est décrépit, notre corps pourri parce qu'on est en low fantasy, je sais pas quoi, peut-être que il y aurait presque pas cette conversation-là. C'est plutôt pour les cas spécifiques, quoi. Maintenant, la récupération, la recovery. Donc, quand vous êtes bloodied ou rattled, démarrez un pool de 4 dés, donc on en a déjà parlé plus tôt, pour traquer les soins. Quand vous soignez des blessures ou l'état secoué avec du repos, un traitement ou une autre source, jetez le pool de dés. À 0 dés, c'est soigné, vous pouvez enlever la blessure. Le traitement nécessite du temps, de l'équipement, de l'entraînement et peut comprendre des risques. C'est-à-dire qu'on va peut-être devoir jeter des dés pour voir si on arrive à faire un traitement. Et chaque pool de dés ne peut bénéficier d'un traitement qu'une seule fois. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans son vantage, c'est un médecin dans votre groupe ou bien c'est un peu un herboriste, etc. et qui dit bah là on est dans la forêt, on a 1 heure devant nous,
j'ai des herbes à disposition, il peut essayer de vous soigner. Il va faire un jet de dés pour le faire, et il ne pourra le faire qu'une fois. Il peut pas le refaire plusieurs fois. Donc ensuite, seul le temps pourra continuer à soigner votre truc, ou éventuellement la magie, mais pas le traitement. Pas un médecin, pas un truc classique. Les marques ne peuvent pas bénéficier d'un traitement. Elles sont suffisamment légères pour se soigner par elles-mêmes. Elles ne peuvent être effacées que par un repos, des talents particuliers, ou par le fait de faire un jet d'agilité pour enlever la marque d'agilité. Le repos en lui-même, c'est un temps entre des actions significatives. Donc ça peut être une nuit au camp ou une semaine de voyage. C'est un peu des ellipses en fait. C'est pas à la Donjons et Dragons. Ici, on se concentre plus sur l'histoire. Donc le MJ a un mot à dire là-dessus, sur le pacing, le rythme, etc. On se concentre plus sur l'histoire que sur la mécanique. Peut-être il va vous autoriser à faire un jet pour vous soigner lors d'une petite nuit au camp, parce que, je sais pas, on est à peu près à mi-session, entre deux gros dangers, le calme est revenu. Peut-être qu'il va vous permettre de faire un jet pour une ellipse d'une semaine de voyage, mais c'est pas parce que vous faites une semaine de voyage que du coup il y a 7 nuits qui passent et que vous pouvez jeter 7 fois votre pool. C'est pas aussi codifié que dans Donge, genre en mode si je dors 8 heures, boum, je me soigne. C'est pas aussi ludique ou simu entre énormes guillemets, parce que c'est quand même très très gamey de se soigner à chaque fois qu'on dort, de regagner tous ses points de vie. En gros, c'est un peu laissé à l'appréciation, et ça, du coup, ça permet de jouer différents types d'aventures. Genre, par exemple, si on est dans une action un peu au jour le jour, bah peut-être que chaque jour, on pourra acheter notre pool de healing. Alors que si on joue un grand voyage, mais en une session, on a envie de jouer ça, ça va peut-être plutôt entre chaque point d'intérêt, on va dire, alors qu'on avance vers le Mordor, entre chaque phase du voyage qu'on va pouvoir jeter notre pool de soins. Donc, le but, voilà, c'est de faire un rythme plus dramatique que réaliste. Et à chaque fois qu'on va se reposer, du coup, on va effacer toutes les marques et pouvoir jeter notre pool de healing. Donc notre pool de Bloodied ou notre pool de Rattled. Et enfin, la troisième unité de temps, c'est le downtime. Donc c'est vraiment une pause étendue, genre un mois, une saison. Là, c'est vraiment l'ellipse où on se dit nos personnages, ils se reposent, quoi. Il y a pas de choses très intéressantes qu'on a envie de jouer tout de suite maintenant. On veut que du temps passe. Et donc pareil, là, on nous dit un mois, une saison, mais ça va dépendre un petit peu du rythme auquel on joue. Si on joue un truc très très rapide au jour le jour, ça peut être une semaine, le downtime. Et donc là, on récupère tout. On soigne tout, toutes les marques. On enlève complètement notre pool de Rattle, de Bloodied. On récupère nos talents de session, parce qu'il y a des talents qui sont utilisables un certain nombre de fois par session. Bah là, on les récupère tous. Et à ce moment-là, généralement, le MJ va jeter le Faction Pools. Donc, c'est-à-dire que s'il a des timers pour savoir s'il y a des factions qui vont agir, qui font avancer leur plan, etc., il va faire avancer, en gros, les intrigues de fond. On peut éventuellement faire un petit jet de montage, on l'avait vu la dernière fois, le petit jet de montage, pour voir s'il se passe des choses intéressantes pendant ce downtime, et nous informer un petit peu sur qu'est-ce qui se passe au moment où on reprend. Pfiou! Ok, on a fait un gros bout là. Un gros bout, il y avait beaucoup d'explications. On continue. Ici, il y a plein de petits mots-clés, plus ou moins situationnels, il y a encore pas mal de choses. Vous voyez, le jeu, il est très dense, hein. Il n'y a pas beaucoup de pages de règles, mais c'est dense. Il y a plein de petits trucs. D'ailleurs, à ce stade de la vidéo, j'ai envie de vous dire qu'en réalité, là, ça semble compliqué comme ça, mais le jeu, il est très très simple. C'est juste qu'au début, il y a tellement de petits outils et de petits trucs à droite à gauche que forcément, vous allez oublier des trucs, etc. Et c'est un jeu, moi, j'ai joué 5 sessions, on a appris en jouant. Je connais pas du tout le jeu. Il y a des règles qui s'appliquent pas à tous les personnages, etc. Ça s'apprend vraiment très bien en jouant, et c'est très très fluide, honnêtement. Donc, il faudrait pas que mes explications, où je prends beaucoup de temps, déforme la réalité. Odds and ends. Donc ici, c'est plein de petits termes techniques encore. Donc la potency. La potency, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de faire des trucs jaw-dropping. Donc jaw-dropping, c'est quoi? C'est faire des actions qui nous laissent bouche bée, quoi. Des trucs, des feats, des trucs héroïques, des trucs normalement pas possibles. Ça, c'est la potency. Donc quand vous avez la potency sur une tâche, vous ignorez toutes les sounds imposées par la difficulté, donc imposées par le MJ. Genre, vous voulez attaquer le Minotaur, il est gigantesque, il est terrifiant, etc. Le MJ vous dit, tu vas avoir 2 sounds. Et ben, si vous faites une action avec potency, vous ignorez les sounds que le MJ vous donne. Ça n'annule pas pour autant les sounds issus d'autres sources comme les dommages, donc tout ce qu'on a vu avant. Ça vous permet aussi de faire des tâches normalement impossibles. Des tâches, le MJ dit, ah non, ça c'est pas possible. Tu t'en rends bien compte. Genre, je sais pas, je dis, je me jette au milieu des bandits alors qu'ils sont 20 et que je suis tout seul et j'essaie de tous les découper là. Le MJ peut me dire, non, c'est pas possible. Et si j'ai la potency sur cette action, je peux l'essayer et faire ce truc complètement badass et over the top. La potency, vous allez l'avoir grâce à des mécaniques de jeu. Par exemple, des objets magiques, des talents, etc. Donc, vous saurez quand vous avez la potency, ce sera probablement écrit, vous pouvez faire des potent feats
pouvez faire des potent spells, vous pouvez faire une action avec potency, etc. C'est écrit dans le jeu, donc il n'y a pas besoin de se demander à chaque situation est-ce que j'ai potency ou pas. C'est du vocabulaire, on va dire, lié à des talents, tout ça. Donc, à quoi ça correspond la potency? Ça devrait vous permettre de faire des trucs que normalement seul un groupe aurait pu faire. Par exemple, un groupe de personnes peut soulever un énorme rocher, peut envoyer une volée de flèches, peut inciter une mutinerie au cours de quelques jours en répandant des rumeurs, peut justement combattre un autre groupe d'adversaires, mais une personne seule probablement ne peut pas soulever cet énorme rocher, envoyer une volée de flèches, lancer une mutinerie tout seul en seulement quelques heures, affronter tout un groupe de gobelins. Donc, si vous n'aviez pas la potency, vous pourriez pas, en un seul jet d'action, faire ce genre de truc. Il aurait fallu que tout votre groupe s'y mette. Avec la potency, ça devient possible. À ce moment-là, Conan fait un truc incroyable. Il arrive à soulever la herse du château. Il avait la potency. Là où normalement, il aurait fallu être 10 pour soulever la herse. Vous voyez, c'est ça la logique dans laquelle il faut se mettre pour arbitrer ces trucs-là. Vous pouvez dépasser des limites. Genre, sauter au-dessus d'un méga trou. Donc, on peut être 15 à essayer de sauter au-dessus d'un méga trou, ça ne change rien. Ce trou est beaucoup trop grand pour qu'on saute au-dessus. Donc là, le référentiel, c'est plus tellement l'action de groupe, mais juste ce trou qui semble insurmontable, moi j'ai la potency, je peux le faire. Par exemple, typiquement le moine, il a la capacité de faire des trucs incroyables, des actions over the top d'arts martiaux et tout, il pourrait avoir potency sur une action telle que sauter au-dessus d'un ravin, vous voyez. Résister au feu, dire des mensonges complètement ridicules, mais ça passe. Peut-être le barde, il peut faire ça, vous voyez. Alors que, en vrai, dans d'autres circonstances, vous auriez juste dit à votre joueur, mais non, il peut pas croire ça, le mec. Et pareil, ça peut aussi être des trucs mystiques, des trucs qui ne rentrent même pas dans les trucs au-dessus. Genre, par exemple, se faire ami-ami avec un tigre, utiliser des échos dans la montagne pour créer une chute de rocher, voilà, des trucs complètement cinéma, n'importe quoi. Vous pourriez potentiellement le faire si vous aviez la potency. Donc, à noter que la potency ne concerne que la difficulté. Ça fait que les trucs, pour rappel, impossibles, donc 3 sornes ou plus, pourraient devenir possibles. Et dans ce cas-là, on peut les jeter à 0 sornes. Les trucs difficiles, voire extrêmement difficiles, à plus 1 ou plus 2 sornes, on peut les faire. On annule les sornes. Et en plus, on prend un greater effect. Donc ça veut dire que c'est comme si on avait fait un coup critique. Et sur un jet à 0 thorn, un jet non modifié par la difficulté normalement, eh ben on peut considérer que c'est un succès automatique. Donc tout ça comme ça, je vais pas repasser dessus. En jouant, vous allez apprendre à vous en servir. Mais sachez que voilà, c'est des talents qui permettent de faire ces trucs-là. Il y a une zone de gris sur ce qui est jaw dropping et too much. Pour se donner une idée, à 3 sornes, c'est ok. 4, c'est peut-être un peu trop. Alors c'est-à-dire que il y a des trucs qui sont vraiment impossibles. Genre par exemple, l'exemple classique. Je tire une flèche sur le soleil. Bah là, même si j'ai potent fit, on va peut-être se dire, c'est pas possible, c'est complètement débile. Donc encore une fois, c'est une zone d'arbitrage. Mais s'il y a un PJ qui a ça écrit sur sa fiche, bah ça change la manière dont on arbitre en fait, tout simplement. Les power pools. Donc les power pools, c'est pareil, c'est des trucs généralement liés à des talents. Ils peuvent être aussi liés à des objets magiques, etc. C'est des pools qui permettent de faire des trucs, genre par exemple, pour lancer des sorts, il va y avoir un power pool, des trucs comme ça, qui va s'épuiser. C'est une ressource en fait. Donc il y en a sur différents sorts. Le truc avec les power pools, c'est qu'on peut décider de jeter moins de dés que la taille du pool pour les économiser. Genre par exemple, je sais pas si je prends un exemple à la con, j'ai une source de magie. C'est un pool de D6. Bah, je peux ne pas décider de puiser dans ma source de magie, mais sans utiliser tous les dés de ma source de magie, parce que c'est un power pool, pour risquer de moins les puiser. Donc, je peux un peu contrôler à quel point je puise dedans, puisque c'est comme tous les pools de dés dans le jeu, un truc qui se réduit. Donc, plus je jette de dés, plus potentiellement ça se réduit vite. Mais en même temps, plus je jette de dés, potentiellement, plus j'ai de bonus. Parce que si mon power pool, il me permet d'ajouter des dés à mon pool de dés de base, j'augmente largement mes chances de réussite, mais je vais l'épuiser peut-être plus vite. Il est à noter, quand je me sers d'un power pool, que, c'est le même jet qui détermine à la fois les conséquences et les dés qui sont retirés du pool. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de différencier mes dés, par exemple, de force dans mon pool de dés que je jette. Admettons, j'ai 3 en force, j'avais 3 d6 et j'utilise les pouvoirs de mon épée magique. Je prends 4 dés dans mon pool d'épée magique, là. J'ai pas besoin de différencier ces dés au moment où je lance le pool. Je peux lancer les 7 dés pareil. Et tous mes 1, 2, 3 vont réduire mon pool. Sans qu'on fasse la différence entre les dés de force et les dés de l'épée, etc., etc. Les buffs, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est en gros des trucs qui permettent d'assister sans courir de risque. On l'a déjà vu tout à l'heure. Je continue sur ces petits trucs là et je remonte après. Interrupt, qu'est-ce que ça veut dire? Interrupt, c'est je peux faire un jet d'action pour essayer d'empêcher une conséquence. Encore une fois, c'est un truc lié en général à un talent. Donc, par exemple, il se fait frapper il attaque l'ogre, il se foire, l'ogre le frappe. Le MJ dit, l'ogre te frappe, tu es bloodied. Là, si j'ai un talent qui me permet d'interrompre, par exemple, c'est écrit quand un de vos alliés se fait frapper par un ogre. Bon, c'est jamais aussi précis. Quand un de vos alliés s'apprête à se prendre un coup très violent, vous pouvez interrompre
et essayer de l'aider. Ça peut être un des talents de mon personnage. Dans ce cas-là, je peux utiliser mon talent, j'interromps, et donc je peux faire un jet d'action pour empêcher la conséquence que le MJ allait infliger. Always, dans certains talents, c'est écrit « je suis always quelque chose ». Donc ça veut dire que c'est toujours vrai, sauf si le MJ fait un counter move. On le verra dans la partie MJ. Ça veut dire que par exemple, ça peut être écrit dans un talent, votre personnage est toujours bien reçu en ville grâce à sa super réputation. Donc en fait, on se pose pas la question, il est toujours bien reçu. Et si le MJ dit que vous êtes mal reçu, le joueur peut lever la main et dire attends, moi j'ai le talent qui dit que je suis toujours bien reçu. Et dans ce cas-là, le seul moyen pour le MJ de contrer ça et dire non, cette fois-ci tu es vraiment mal reçu, c'est de faire un counter move et donc de dépenser un point de suspense, on verra après. Donc voilà. Ensuite, level c'est assez explicite, c'est le level des personnages. On joue jusqu'au level 7 dans ce jeu. Donc à la fin de la game, vous aurez au total 8 talents. Vous en avez 2 au début, un talent principal, un autre talent. Et puis à chaque fois que vous montez de niveau, vous avez un talent supplémentaire. Push yourself, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a certains talents qui permettent de faire un push. Donc ça veut dire que vous faites un effort supplémentaire pour activer ce talent. En général, en gros, il y a des talents qui nécessitent qu'on fasse un push. Donc dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que après avoir utilisé le talent, on va marquer une stat de notre choix. Donc marquer, on en a parlé plus tôt. Certains talents, la plupart des talents qui nécessitent de push yourself peuvent être activés une fois par session gratuitement sans marquer. Et en général, sur votre fiche, vous avez une petite coche pour le faire. Et si, à chaque fois qu'on voudra le réactiver en plus, on va devoir marquer. Il y a certains talents qui n'ont pas l'activation gratuite, etc. Mais de toute façon, tous les talents, en général, ils sont écrits en détail, quoi. Si il y a une exception, un truc comme ça, c'est écrit. Et voilà, il se peut que dans certains talents, vous trouviez du vocabulaire tel que Power Pulse, Push Yourself, Interrupt, etc. Et ici, vous avez un peu le référentiel. Ici, on a les quarrels. Les quarrels, qu'est-ce que c'est? Quand vous faites du PVP entre PJ, vous pouvez régler ça avec des quarrels. Donc à ce moment-là, ça peut être une compétition, un duel, un argument, etc. Dans ce cas-là, pour résoudre ça rapidement, et éviter que ce soit une impasse dans l'histoire, on nous dit de ne pas perdre de temps avec des débats, c'est moi qui ai raison, nanana. On joue le drama. On a envie qu'il y en ait un qui ait raison. Et on sait qu'on joue des personnages, que c'est pas nous, on n'est pas en train de se disputer pour avoir raison entre joueurs. Et donc on veut juste que l'histoire avance et trancher ce qui se passe, lequel de nos personnages va avoir l'ascendant sur l'autre. On demande à chacun, et est-ce qu'on réglerait ça? Pas ça par une quarrel, on ferait une petite abstraction pour que la scène avance plus vite. Dans ce cas-là, on déclare un peu les enjeux, on précise, ça pourrait être des petites blessures, être bloodied, être émotionnellement atteint, etc. Chaque joueur jette 2 dés, et celui qui a le meilleur résultat gagne. Les autres peuvent assister, et sur une égalité, soit on relance les dés, soit on trouve un compromis. Le gagnant raconte comment il a gagné, le perdant choisit comment il prend la défaite. Donc si par exemple c'était une dispute autour d'un sujet, le gagnant peut dire finalement j'ai utilisé cet argument qui va faire que ton personnage va finir par céder, et l'autre peut choisir de dire qu'il cède volontiers. Finalement il se dit tu as raison, ou alors juste qu'il est très vexé, mais qu'il accepte parce que de toute façon il faut qu'on avance. Vous voyez, il peut choisir sa réaction. Et les résultats de la querelle sont définitifs. On fait avancer l'histoire dans la direction du gagnant. Les deux côtés, les deux camps gagnent un spark pour avoir joué cette quarrel. Donc c'est presque encouragé de régler les quarrels comme ça pour faire gagner du temps aux gens, faire avancer la narration. Et c'est même un peu encouragé, d'une certaine manière, de parfois jouer le drama et les liens entre nos personnages, les disputes, parce que finalement on peut jouer une dispute entre guillemets, pour appuyer la narration, créer une scène forte, et on est récompensé par le jeu, on gagne des sparks. Bon, ça c'est début de session, chacun prend un spark. Je vais m'arrêter là pour les joueurs, il y a eu pas mal de choses. On va passer rapidement sur la magie, très rapidement. La magie est freeform. On utilise les termes qu'on a utilisés plus haut pour, entre guillemets, scaler la magie. Donc la magie, elle se divise en cantrips, donc c'est les petits sortilèges à la D&D qui ont pas vraiment d'impact mécanique, etc. Donc voilà, ça on s'en tape. On a les spells, donc les spells c'est des sorts genre... On se dit, ça permet de faire un truc à peu près similaire à un jet d'action normal. Ça a un impact, mais ça domine pas la scène. Ça doit être utile, mais c'est pas des trucs de fou non plus. Vous voyez, cantrip c'est flavorful, alors que spell c'est useful. Et donc là, c'est un peu pareil que avant. Pour savoir si on est plutôt dans le flavorful, le useful, etc., on s'intéresse au résultat final et à l'impact narratif. Par exemple, un sort, c'est useful, donc ça devrait être un truc qu'un autre personnage aurait à peu près pu faire avec les bons outils, etc. Mais c'est pas un truc de ouf. Parce que l'étape du dessus, au-dessus de spells, c'est potent spells. Et donc, c'est des spells avec potency, tout le truc dont on a parlé pendant 50 ans plus tôt. Des trucs qui font des trucs de ouf. Genre, devenir ami avec un tigre, c'est quasiment impossible dans la réalité. Ou alors, il faudrait passer des années avec le tigre ou je sais pas quoi. Et donc, un spell ne suffirait pas. Il faudrait un potent spell, par exemple.
Alors que crocheter une porte, si j'avais les outils sous la main, probablement que je pourrais le faire. Donc un spell devrait pouvoir suffire. Ouvrir d'un seul coup tous les verrous de la méga porte de la banque Gringotts couverte d'enchantements de protection. Un spell ne suffira pas, il faudra au moins un potent spell. Ça vous permet de scaler comme ça la capacité des sorts. Et encore une fois, c'est freeform, donc ça nécessite, vous vous en doutez bien, de l'arbitrage, de la consistance, de la jurisprudence. Et du coup, pourquoi on différencie cantrip, spell, potent spell, etc. Parce qu'en fait, vos talents vont vous donner accès à différents trucs. Genre un mage, par exemple, il aura un talent qui lui dit je peux lancer 4 spells par jour plus un potent spell par jour. Un ensorceleur, ce sera écrit vous pouvez jeter autant de spells que vous voulez, mais à chaque fois que vous les jetez, les risques sont plus élevés. Et quand vous faites un potent spell, c'est encore plus élevé. Donc on va pas aller dans les détails, on verra quand on regardera les classes et les talents dans une future vidéo, quoi. Ensuite, on a les rituels. Les rituels, c'est les trucs qui sont vraiment trop puissants. Et donc, du coup, on n'a pas envie d'utiliser les règles de base pour ça, genre la résurrection, etc. Les rituels, on va sûrement avoir besoin de composantes, de plein de trucs et tout et tout. Donc je vais pas aller dans le détail des rituels. Je vais pas aller plus en détail dans la magie. Ici, on a plein de conseils sur comment arbitrer la magie, etc. Le seul truc sur lequel on va se pencher vite fait, c'est les touchstones. Donc la magie est freeform, mais pour savoir un petit peu quel genre de sort on peut lancer, on va regarder nos touchstones. Donc le lancer de sort vient avec des touchstones qui nous permettent de cadrer un petit peu les effets magiques qui connectent. Donc par exemple, si j'ai comme touchstone, en gros c'est une petite formule, c'est comme un trait, vous voyez. Genre par exemple, j'ai le domaine des soins. Si je suis un prêtre, si j'ai domaine des soins, ça pourrait me permettre de soigner un mal de crâne. Un spell, ça pourrait nous permettre d'enlever une marque. Un potent spell, ça pourrait nous permettre de faire jeter le pool healing d'un autre joueur. Et un rituel, ça pourrait permettre de faire repousser un membre. On va prendre un autre exemple. J'ai comme patron, parce que je suis un sorcier, un patron, c'est le Reaper, la faucheuse. Bon bah peut-être qu'un cantrip, c'est faire apparaître des petites lumières des enfers, des petites mouches des enfers là. Un spell, ce serait faire apparaître un petit diablotin. Un potent spell, ce serait faire apparaître un chien des enfers là. Et un rituel, ce serait faire apparaître un démon. Etc., etc. Donc en fait, les touchstones, c'est comme des petits traits. C'est un peu le vantage de la magie, vous voyez. Et donc pareil, ça va demander un peu d'arbitrage. Et si on veut créer des règles un peu secondaires, genre pour utiliser ma magie, je suis obligé à chaque fois de verser du sang, etc. C'est des choses qu'on va venir ajouter dans le jeu pour le style ou parce que on trouve que ça rend le jeu plus intéressant. Les trésors. Donc les trésors, c'est pareil. On n'a pas une grosse gestion de l'équipement. On les classe juste en mineur, majeur, mythique pour essayer de se donner une petite échelle de comparaison. C'est très très simple. Je vais pas me pencher très longtemps là-dessus non plus. Et les arcanes, c'est les objets magiques. Je vais pas non plus me pencher trop longtemps dessus parce que je considère que c'est pas des choses qui sont directement utiles pour jouer, pour lire le jeu. Vous pouvez tout à fait vous y intéresser si vous commencez à jouer, etc. Au fur et à mesure. C'est d'ailleurs un peu le cas des autres trucs qu'on a vus avant. Mais tous les trucs qu'on a vus avant, la Vantage et tout, c'est quand même du vocabulaire qui revient un peu plus régulièrement dans le livre. Et donc je trouvais que c'était intéressant de se pencher un peu dessus, d'en parler. Donc on a fait le tour des trucs de joueurs là. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des exemples ensuite sur 2 pages qui peuvent vous aider à mieux comprendre comment arbitrer le jeu, etc. On va passer au MJ en essayant d'aller assez vite. Donc on a le story roll ici, dont je parlais plus tôt, qui peut nous servir à gérer plein de situations. En général, c'est le MJ qui va faire le story roll. C'est pour trancher des trucs, répondre à des questions. C'est un peu comme jeter un D6 dans Shadow Dark pour dire oui, non, voilà, et improviser. Et donc ça fonctionne comme des jets normaux. Si c'est un truc qui a peu de chances de bien se passer, on jette un dé, des chances à peu près kiff-kiff, 2D, 3D pour des good odds. Donc ça peut vous permettre, le story roll, de combler des endroits où vous savez pas trop, vous avez pas envie d'arbitrer, les règles, vous êtes pas sûr, pour faire avancer, quoi. Donc c'est vraiment votre outil que vous pouvez utiliser à toutes les sauces. Le Crucible, c'est que dalle, hein, c'est un oracle, c'est une sorte de table aléatoire, je passe. Ce qu'il faut vraiment comprendre en tant que MJ, c'est cette histoire d'asymétrie dont je parlais dans le rôle du MJ. Le MJ, en gros, il va faire des moves aussi. Mais on nous dit que c'est un cadre. En fait, au bout d'un moment, ça va devenir une seconde nature et on sera plus obligé d'y penser, mais les moves là nous permettent un peu d'avoir des guidelines qui vont nous permettre d'arbitrer, justement. On a les story moves, qui sont complètement gratuits en tant que MJ, qu'on fait à tout moment, que vous faites déjà probablement en faisant du jeu de rôle, sauf que vous appelez pas ça des story moves. Ça vient mettre des mots dessus. C'est tous les trucs qui permettent de mettre en place une scène, etc. Dire ce qui se passe, tout ça. On peut les faire quand on veut. C'est la narration du MJ, quoi. Les suspend moves, c'est des moves qui nous permettent de gagner des points de suspense. En tant que MJ. Au début de la partie, vous en avez un et vous pouvez en gagner d'autres. Les impact moves, c'est les moves que vous déclenchez quand les PJ ratent des jets de dés ou que vous pouvez déclencher en dépensant du suspense. Et dans ce cas-là, si vous faites un impact move en dépensant du suspense, un impact move du genre qui attaque un PJ, il aura le droit à un jet de défense. Un prompt, qu'est-ce que c'est? Un prompt, en fait, c'est un déclencheur, en gros,
c'est le moment où vous pouvez faire un impact move. Et donc, vous pouvez faire un impact move quand le PJ roll un Grim ou un Messi sur un jet d'action, ou bien, par exemple, quand il y a un pool de dés qui s'est vidé, ou qu'une menace dont on s'est pas du tout préoccupé et qui avait été foreshadow, donc annoncé plus tôt, on s'en est pas occupé, on peut faire un impact move. Genre par exemple, le dragon va cracher du feu sur le château, les PJ ne font rien, bon bah impact move, le château est détruit, boum. Machin est en train de se vider de son sang, il y a un pool de dés qui est en train de s'épuiser, personne vient l'aider, le pool de dés s'épuise, il est mort. Ça, ce sont des prompts pour les impact moves. Tu vas attaquer le chevalier noir, si ta passe d'armes se passe mal, tu seras bloodied. Le PJ jette les dés, boum, il se plante, il est bloodied, impact move. Donc en gros, c'est des trucs qui font mal, les impact moves. Et on peut aussi donc les faire venir comme ça, avec du suspense, en dépensant du suspense qu'on aura gagné pendant la partie. Et donc le suspense, c'est très très cool. Moi j'aime beaucoup ce que ça produit en termes de jeu. J'ai l'impression de jouer en fait quand je suis MJ et j'aime beaucoup ça. Alors que dans les jeux narratifs, souvent j'ai pas l'impression de jouer et il me manque un petit truc à moi. Et le suspense, ça vient m'ajouter ça et c'est un des trucs que je préfère dans le jeu. Donc on en gagne un au début de la game, et on peut en gagner d'autres manières. Donc soit en n'appliquant pas de conséquences à un jet. Par exemple, il y a un PJ, il fait un jet de dés pourri et là je me dis en fait, voilà, il crochette la porte, je lui demande de jeter les dés pour voir s'il arrive à crocheter la porte. Il se foire, donc là je pourrais dire ah, tu fais du bruit, il y a des gardes qui arrivent et tout, et puis je me dis ah, puis finalement j'ai juste envie que tu rentres. Mais je vais prendre un point de suspense parce que t'avais foiré ton jet de dés. J'ai pas envie que la conséquence elle soit là maintenant tout de suite. Je prends un point de suspense qui me permettra de faire arriver une merde sur mes PJ plus tard. Donc ça c'est un moyen de gagner du suspense. Et un deuxième moyen, c'est de faire des suspense moves, qu'on va voir juste après. Donc là, il y a plein de conseils, et je pense pas que je vais m'étendre dessus, sur ces conseils. Si vous voulez vraiment qu'on creuse le jeu, etc., peut-être que ça fera l'objet d'une future vidéo. Mais voilà, à voir si ça vraiment ça vous intéresse. Donc les story moves, on en a parlé, on peut les faire un peu n'importe quand. Je vais juste revenir un peu sur les impact moves, et sur les suspense moves. Donc les impact moves, en général, c'est des trucs violents. C'est-à-dire que un story move, ça pourrait être de dire les gardes sont en train d'approcher au loin, vous entendez des pas dans la rue. C'est pas pro immédiat, ça je peux le dire n'importe quand pour commencer à foreshadow un peu la suite. Alors qu'un impact move, ça pourrait être les gardes vous tombent dessus, ils vous voient et ils sonnent l'alarme. Ça c'est beaucoup plus fort. Ça n'a pas d'impact mécanique direct, ça. Ça pourrait en avoir un. Par exemple, je dis il sonne l'alarme et je crée un pool de 4 dés, c'est une nouvelle patrouille de garde qui arrive. Je pourrais, bien sûr. Mais voilà. Un impact move, c'est pas forcément on perd des points de vie, etc. Par contre, souvent, quand on perd... D'ailleurs, il n'y a pas de points de vie. Qu'est-ce que je raconte? Par contre, souvent, quand on marque l'affiche, quand on a un impact, quand on meurt, quand on est bloodied, quand il se passe des trucs mécaniques, généralement, ça tombe dans le truc impact move, quoi. Vous voyez, c'est hit em hard. Inflict damage on PC like bloodied, rattle, vex, marks and conditions. Lock it in. Lock it in, c'est déclarer quelque chose qui se passe et qui empêche tout autre possibilité. Le pont s'effondre derrière vous, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Le voleur s'enfuit définitivement, vous ne le retrouverez pas cette nuit. C'est pour mettre fin à une scène et éviter qu'on continue de jeter des « Ouais, mais si je fais ça, nanana ». Non. Là, il s'est barré. Il faut trouver une toute nouvelle manière de le retrouver si tu veux le retrouver, mais me dire « J'essaye encore de courir », c'est mort. Vous mettez fin à une possibilité. Un autre impact move, c'est de contrer. Donc de contrer, ça permet de bloquer par exemple les capacités qui normalement devraient toujours avoir lieu. On en a parlé plus tôt, par exemple. Je suis toujours bien accueilli dans une ville parce que je suis un noble, etc. Vous pouvez faire un impact move counter pour bloquer ça. Et donc, par exemple, utiliser un point de suspense pour le faire. On a un exemple, par exemple. La liche caste un sort de protection qui ralentit ton attaque. Donc, tu vas plus pouvoir utiliser tes capacités de super vitesse. La reine lève la main, faisant taire tout le monde. Tu ne peux plus parler pour le moment. On peut faire des moves comme ça de MJ. Et en général, ça tombe dans le giron des impact moves, donc ça doit être déclenché par un jet de dés raté. Le seul moyen de vraiment l'imposer, entre guillemets, c'est d'utiliser les points de suspense. Et donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça vous donne beaucoup de pouvoir en tant que MJ, mais ça donne un cadre à ce pouvoir. Et ça, j'aime pas mal, parce que du coup, il y a moins ce truc de la carotte, le bâton. Ouais, le MJ, il peut faire tous les trucs de MJ, mais il a cette petite currency, et je trouve que ça appuie au bon endroit. C'est pas trop partout dans la mécanique et tout, le MJ qui doit dépenser des points pour faire attaquer les monstres non plus, vous voyez. Dans les moments où vous avez envie de faire un truc que vous faites en tant que MJ, vous pouvez avoir le droit de le faire grâce à votre point de suspense. Et c'est faire, en fait. C'est une mécanique de fair play plutôt intéressante, je trouve. Et donc, les suspense moves qui permettent de gagner du suspense, ça peut être, alors ça, je trouve que c'est pas ouf, aider les joueurs quand ils sont un peu bloqués, genre ils font une enquête et ils tournent en rond et tout, vous dites, ok, on va dire que vous passez toute l'après-midi et que vous finissez par avoir tous les indices qu'il vous faut et vous savez désormais qu'il faut aller là-bas. Bon, c'est un peu
un peu nul. On préférait que ça n'arrive pas. Mais dans ces cas-là, vous pouvez prendre un suspense move et faire avancer la narration. En gros, ça permet de remettre du rythme et de dire hop, allez, on avance. C'est pas le meilleur truc. Après, on a le build-up. Donc c'est genre, il y a une scène, une grosse scène qui arrive, genre le dragon arrive, il est sur le toit de la ville, il va attaquer. Vous prenez tous un spark, ça c'est le move build-up, vous prenez tous un spark pour combattre ce dragon, moi je prends un suspense point, on est parti. Ensuite il y a le cutaway, c'est genre, pendant ce temps-là à Veracruz, c'est genre vous faites une sorte de scène hors champ, un truc qui se passe, et ça donne des indices, ça montre un truc qui pourrait se passer plus tard, vous pouvez prendre un truc de suspense, par exemple, les personnages descendent dans les mines de la Moria, les portes se referment derrière eux, et on entend un ricanement qui vient du sommet de la montagne sous laquelle ils se sont enfoncés. C'est Saruman qui dit « Vous ne sortirez jamais des mines. Vous ne savez pas ce qui vous attend. LOL !» Et à ce moment-là, je dis « Je prends un suspense move. » Un point de suspense, pardon. Ça peut être des trucs comme ça. Ensuite, on a les challenges. Donc les challenges, c'est juste une manière de rédiger des défis. Donc en général, un challenge, il a quoi? Il a un pool de dés, c'est en gros comment on résout ce challenge, enfin combien de temps on va résoudre le challenge, c'est sa difficulté, sa durée. Ensuite, il a des traits qui compliquent le truc. Donc c'est typiquement les traits là, c'est les trucs qui imposeraient des sorts à vos PJ durant le challenge. Ensuite ici, c'est plutôt des sortes de moves, des trucs cinématiques, des story beats que vous voudriez mettre en avant. Et ici, c'est une condition de défaite en bas. Donc il y a plein de manières d'écrire les challenges. Ça, c'est une formalisation, ce n'est pas une mécanique de jeu, les challenges, c'est une manière de vous préparer votre game. Sachant que quand il y a un challenge qui débarre, vous pouvez récupérer des petits suspense points bonus tout de suite pour pouvoir utiliser votre challenge. Donc on va prendre un exemple. Vous voulez rattraper un voleur. Vous dites que c'est un challenge 6D. Et ben par exemple, à chaque fois que les PJ ils vont réussir à faire des actions pour rattraper le voleur, vous allez jeter le pool de 6D. Et quand le pool de 6D sera épuisé, le voleur aura été rattrapé. Ça, c'est, on va dire, le pool du challenge, quoi. On essaye d'épuiser ce pool pour parvenir à réussir le truc. Par exemple, quand ils vont rater des jets de dés, vous allez dire, ah, il y a des musiciens dans la rue qui prennent toute la place dans la rue. Ou alors, ah, les rues s'affinent et désormais, vous pouvez avancer plus qu'à un de front. Ou alors il disparaît dans la foule. Ça, c'est un peu vos petites idées que vous êtes notées de trucs qui pourraient se passer durant la course-poursuite. Ces trucs-là, ok. Et par exemple, vous pourriez ajouter une condition de défaite, genre un pool de 4D, par exemple. Un pool de 4D qui est le voleur s'échappe. Et à chaque fois que les PJ ratent un jet de dés, vous pouvez décider de jeter ce pool de 4D. Et quand il sera épuisé, le voleur se sera définitivement échappé. On a d'autres exemples. Par exemple, un procès par épreuve, quoi, trial by ordeal. On voit que c'est assez compliqué, il va falloir épuiser un pool de 8 dés pour réussir à gagner ce procès. Ici, on a des trucs, des complications, et on nous dit on rate, on a perdu si on fait un seul grim pendant le procès. Donc vous voyez, vous pouvez, à partir des règles de la boîte à outils que vous avez donnée, créer plein de trucs différents. Donc là, il y a plein d'exemples, etc. On va pas s'attarder dessus encore une fois. Je vais pas m'attarder non plus sur la vigilance. Je pense que, en fait, je vais mettre fin à cette vidéo ici. Elle a duré quand même un bon moment et j'ai des trucs à faire. On va juste, pour que vous compreniez un petit peu la philosophie de MJ, regardez deux petits trucs. Ce sera les deux derniers petits trucs de cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire tout se vaut? Tout se vaut, ça veut dire que c'est vous le MJ qui contrôlez la difficulté. Il faut juste que vous soyez consistant. Et l'avantage, c'est que dans ce jeu, les PJ ont quand même des capacités spéciales et tout, des trucs qui les rendent forts en fait. C'est ça que je trouve intéressant, moi, personnellement, par rapport à quand je joue à 2d6 plus bullshit très minimal, qui me va très bien pour jouer vite fait, etc. C'est que dans ces jeux-là, j'ai l'impression, bon, que les PJ, ils sont un peu à ma merci, quoi. Et ça m'amuse pas plus que ça, honnêtement. Je peux choisir la difficulté. Si je joue très minimal, je m'amuse moins. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté, eux, ils peuvent fight back. En fait, ils ont vraiment des armes là, des trucs. Des fois, moi, même, j'oublie les capacités qu'ils ont sur leur fiche et je fais un truc et là, ils disent, hop, 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 l'OMJ, j'ai lu le livre moi aussi. Et je te défonce. Donc ça, c'est cool. Et ce que ça veut dire, du coup, de votre côté, c'est que vous allez pouvoir... Ce qu'il va falloir, par contre, de votre côté, je m'en mêle un peu les pinceaux, c'est être consistant, etc. Parce que finalement, vous avez une énorme liberté sur comment vous fixez la difficulté des choses, etc. Et donc, vous allez pouvoir donner le ton que vous voulez. Ce que ça veut dire, c'est qu'un gobelin, vous pourriez faire jouer ça en un combat avec un pool D8, vous voyez.
un gobelin en disant que c'est un gobelin, genre il est coriace. Mais en fait, c'est parce que la scène, c'est un voleur gobelin ultra rapide, il est fort, il court partout, il échappe au PJ. C'est ça que vous voulez comme style dans la scène. Ce foutu gobelin qui se barre avec votre loot. Alors que la scène d'après, vous pourriez dire, potentiellement, vous affrontez 10 gobelins et c'est la même difficulté en fait, c'est le même pool de dés pour affronter les 10 gobelins, pour la scène où on affronte les 10 gobelins. Vous allez pouvoir régler les choses comme ça. Et donc ça veut dire qu'en fait, les ennemis, vous n'êtes même pas obligé de leur donner un pool de dés. Un seul jet pourrait régler un combat. Vous choisissez en fait. Et donc du coup, tous les petits conseils là qui sont donnés, c'est pour ça que j'ai pas envie de passer 15 ans dessus, c'est parce que ce sont des conseils pour arbitrer. C'est pas des règles à comprendre du vocabulaire du jeu, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'exemples, justement. Par exemple, on nous dit, voilà, les tiers un peu de combat. Vous affrontez des mooks. Bah, les mooks, c'est plutôt du set dressing, vous voyez. Ils sont là presque pour le décor, ils servent un peu à catch. Un G permet d'en éliminer plusieurs. Et c'est vraiment si c'est un gros groupe, genre une armée de gobelins, que vous en faites un task pool. Donc vous voyez, ça, c'est votre combat dans les mines de la Moria, les mooks. Puis ensuite, il y a le tough. Donc le tough, c'est peut-être des urukai, vous voyez, je sais pas. C'est l'adversaire typique, l'ennemi dangereux. Un jet de dés permet d'en éliminer un. Et un petit groupe, pas un grand groupe, un petit groupe, là ça pourrait être un pool de dés pour les représenter. Un élite, genre un troll dans les mines de la Moria, c'est quelque chose qui prend de la place dans la scène, vous voyez, cinématographiquement parlant. En général, c'est un pool de dés à lui tout seul. Et en général, il dirige un groupe d'autres adversaires. Donc, par exemple, il pourrait y avoir un gros pool de dés, je sais pas, de 6 dés qui représentent les gobelins dans la scène, et un pool de 6 dés qui représente le troll à lui tout seul. Et un boss, bah là, c'est carrément, il commande la scène, il est extrêmement powerful, il a un gros pool de dés, on lui donne plein de suspense points pour qu'il puisse lancer des sorts, contrer les capacités des PJ, il frappe super fort, il a un sort super puissant qui peut carrément drop un PJ en un coup, etc. Donc en fait, vous allez, à partir de toute la boîte à outils que vous allez apprendre à maîtriser petit à petit, moi je vous conseille de faire des trucs très très simples au début. Moi, à ce stade, j'utilise encore de manière très simple les règles. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment toujours un intérêt à utiliser toutes les règles dans toute leur complexité, de créer des pools de dés pour toutes les factions et tout. Vous allez vous surcharger. Il faut voir ça comme des outils. Et voilà, petit à petit, vous testez les trucs. Donc pour les combats, voilà, vous avez... comme pour la magie, etc., toute une page de conseils, etc., sur comment arbitrer et utiliser les petites règles. Et ici, on a une page intéressante. Donc là, il y a les factions. Je vais pas passer dessus. Hein. C'est un peu comme les challenges. C'est une manière de formaliser les factions. Mais encore une fois, c'est pas une mécanique en soi. C'est juste des pools de dés, des manières créatives de gérer les pools de dés. On va regarder juste le GM with Moxie. Map fiction to rules. Encouragez les joueurs à rester concentrés sur la fiction et à vous laisser gérer les règles. S'il y a des choses qui sont vraiment importantes, plus les choses sont importantes narrativement, plus vous leur donnerez du poids mécanique. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de jeter les dés tout le temps, etc. Soyez créatif quand vous appliquez les règles, mixez-les, même dans des manières qui sont pas explicitement expliquées dans le bouquin. Ne soyez pas effrayés par le bricolage. Moxie est un jeu plutôt modulaire pour faire son petit homebrew narratif, là. Vous n'allez pas le casser, etc. C'est pas un jeu avec une intention, j'ai envie de dire, aussi puissante que d'autres jeux. Il est un peu toolbox pour moi. Utilisez des règles d'autres systèmes si ça vous amuse, des trucs qui s'apportent bien. Et faites des rulings pour fill the gaps. Donc quand vous savez pas, pour pas ralentir la partie, etc., utilisez le story roll comme je vous disais plus tôt, et on reverra plus tard les règles, etc. C'est plutôt de faire un truc cinématique, et les règles servent ça. Suivez les joueurs, concentrez-vous sur ce qu'ils ont écrit dans leur story arc, leur dilemme, etc., et appuyez là-dessus. Utilisez les moves ou n'utilisez pas les moves. Les moves de GM sont certes explicites dans le livre, mais peuvent être vus comme des simples guidelines, quelque chose entre deux. Et certains MJ ne les expliciteront pas. Vous n'êtes pas obligé de dire, quand vous êtes MJ, au moment où vous faites un move, je fais le move hit them hard, je fais le move nanana. Non. Vous avez votre répertoire de moves qui peut vous inspirer dans un coin. Ça peut être utile. Mais c'est pas vraiment une mécanique qui a besoin d'être dite à la table. Alors que s'il y a quelqu'un, pendant la game, qui utilise ses capacités de personnage, il faut qu'il dise, bah là, je vais utiliser mon bulwark, ou mon spell casting, ou mon machin et tout. Tous les talents qu'on verra dans une future vidéo, parce que cette vidéo est trop longue pour qu'on fasse les talents aujourd'hui, mesdames et messieurs. Donc c'est sûr, il y aura une troisième vidéo. Faites des moves qui ont de l'impact, ça c'est important. Ne retenez pas vos coups, même si c'est narratif. Ne retenez pas vos coups. Les impact moves sont appelés ainsi pour une raison. Ils doivent balancer l'histoire en avant. Et souvenez-vous que vos joueurs ont de nombreux outils à leur disposition. Sur leur fiche de personnage, ils ont des capacités, etc., qui vont leur permettre de se défendre, en fait. Donc faut pas hésiter à donner au monde des crocs, quoi. Il faut que ça envoie, parce que sinon on n'aura pas vraiment d'intérêt à utiliser nos capacités, on va jamais avoir à se soigner parce que le MJ nous met que des petites marques, on va pas aller dans le drama, dans les enjeux puissants, quoi. Donc il faut y aller.
Et puis aussi, c'est intéressant de mettre des sounds. Il faut pas oublier de mettre les sounds, mettre la difficulté, voire de dire que cette action, elle est pas possible en fait. Parce que s'il y a aucune de vos actions qui est pas possible, que vous êtes trop gentil, un peu trop, c'est super héroïque, etc., etc. Du coup, avoir des talents qui disent potency, etc., je peux utiliser des spells et tout, ça sert plus à rien. Si juste avec les jets de base, on peut tout faire. C'est plus le même jeu, du coup, ça sert plus à rien d'avoir les talents. Donc vous pourriez jouer au jeu sans les talents, hein. C'est pas un problème. Mais si un de vos personnages, il est par exemple moine et qu'il a écrit qu'il peut faire des super acrobaties, etc., ne laissez pas les autres joueurs faire ces super acrobaties facilement. Mettez-leur des difficultés. Dites-leur voir que même que leurs trucs sont impossibles, ils veulent sauter d'un bâtiment à un autre. Je te dis non, c'est impossible. Il faut que t'aies une idée de fou. Genre j'utilise mon grappin, j'utilise un story point pour dire que j'avais un grappin. Il faut que j'ai une capacité spéciale pour le faire. Et donc en vrai, faut pas avoir peur de saquer un petit peu sur la difficulté. Ça veut pas dire qu'il faut être un énorme enfoiré, mais faut mettre des difficultés aux joueurs pour qu'ils cherchent des solutions créatives, qu'ils utilisent leur capacité de personnage, qu'ils utilisent leur story point, etc., etc. Et c'est là que ça va être funky. Et vous avez des exemples. Donc voilà, on a fait le tour des règles. La prochaine vidéo, on ira voir, peut-être pas toutes les classes, peut-être 1, 2, 3 classes, pour essayer de voir un peu des exemples de talents, voir ce qu'il peut y avoir d'un petit peu stylé. J'espère que cette vidéo vous a pas trop chargé, qu'elle vous a éclairé. Je pense que le mieux, c'est de lire les règles. Ici, on a lu les règles, je vous ai donné un peu, je vous les ai répétées de différentes manières, je vous les ai traduites un petit peu. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, dans ma prochaine vidéo où je parlerai des talents, peut-être que je pourrai répondre à quelques questions précises s'il y en a. Merci de m'avoir écouté. Je rappelle que le jeu, vous pouvez le télécharger gratuitement sur DriveThru RPG. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Amusez-vous bien. Bisous.